Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour le 10-12, le Zénith édition de ce mardi 26 mars 2019. Le ministre de la Santé interdit désormais la séquestration des patients dans les hôpitaux publics au Cameroun. Dr Manaouda Malachi déplore le fait que des patients soient retenus pour défaut de paiement total de leurs factures d'hospitalisation et de soins. Le ministre convoque les concepts clés d'humanisation des soins et de justice sociale. Il ordonne aux responsables des formations sanitaires publiques du Cameroun de libérer les patients qui se trouveraient encore retenus et séquestrés en raison de leur insolvabilité. Une telle décision est-elle réaliste? Va-t-elle être réalisable? Va-t-elle dégrader les services de santé? Y a-t-il risque qu'elle soit contre-productive? Toutes ces questions sont donc posées depuis la prise de cette décision par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Madame, Monsieur, comme chaque matin, l'équipe est en place. Nous sommes gonflés à bloc pour cette agora dans l'arène. Avec vous, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou, et bonjour à tous les téléspectateurs. On va dire démarrage calme ce matin. Pourquoi Monsieur Eric Fopoussi, si vous pouvez voir ce que mes yeux voient, vous allez vous rendre compte que le Cameroun n'est pas en santé. Oui, d'accord. Alors, je dois préciser que l'axe lourd Douala-Yaoundé est bloqué depuis hier 22 heures parce que il y a un camion semi-remorque d'une entreprise brassicole qui a donc fait un accident et qui a coupé la route en deux, et depuis hier 22 heures, peu après Boum-Niébel, à 20 km après Boum-Niébel, la route est bloquée. Des centaines de véhicules ne bougent pas, sont immobilisés sur place et ne peuvent donc pas bouger depuis hier 22 heures. C'est pas possible que dans un pays comme le Cameroun, on puisse subir ce type de mésaventure. On voit très bien qu'il manque d'infrastructures routières et que lorsque cet axe lourd Douala-Yaoundé est bloqué, le Cameroun est bloqué. Tout le monde se plaint. Les carnets de commandes, les bons de commande et tout ce qu'on peut imaginer comme accélération de l'économie camerounaise sont clairement en berne depuis hier 22 heures. Heureusement que la zone concernée n'est pas une zone aux prises à des coupeurs de route, sinon on n'en serait pas là ce matin à déblatérer sur cette question. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia, en place ce matin, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Une entreprise chinoise empoisonne l'environnement à Bétaré-Oya dans la région de l'Est, au vu et au su des autorités de mon pays. Cette compagnie est spécialisée dans l'exploitation de l'or et piétine le principe de protection de l'environnement et déversant directement des déchets toxiques issus de ces installations dans le fleuve Lom. Voilà, Karine Santia qu'on va retrouver. Madame, Monsieur, ça vous le savez, ce sera à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. J'annonce que cette revue ce matin sera un tout petit peu rock'n'roll. Nous parlerons beaucoup de choses et d'autres. Permettez-moi de ne pas dévoiler le contenu de cela. Vous serez au rendez-vous, j'espère, et vous découvrirez tout ce qu'on aura à dire sur ces sujets différents que nous développerons sur ce plateau. Également sur le plateau de ce Zénith de ce matin, vous, Bobok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. L'organisme de l'Organisation des Nations Unies en charge de la protection des enfants, ça s'appelle là-bas UNICEF, vient de rendre public son rapport. Il a listé 16 pays où on dit l'eau tue plus que les bombes. Parmi les 16 pays figure naturellement le Cameroun. Donc l'eau tue chez nous plus que les bombes. Merci. Voilà, on va le dire parce que on a célébré la journée mondiale de l'eau il y a quelques jours, c'était vendredi dernier, et on sait que au Cameroun, 8,5 millions de personnes, 8,5 millions de Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable. Au Cameroun, 8,5 millions de Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable, et un peu plus de ces millions-là meurent de soif chaque année parce que n'ayant pas accès tout
simplement à l'eau. Et pour ceux qui ont accès à l'eau, c'est un véritable problème puisque les maladies hydriques nous guettent chaque fois parce que l'eau que nous recueillons de nos robinets n'est pas de bonne qualité. Et on voit très bien pourquoi la typhoïde, la dysenterie amébienne et toutes ces autres maladies tuent autant au Cameroun. Vous l'avez dit, Bobo Bengan, on va vous retrouver dans ce programme au courant des sujets et au bénéfice, au meilleur des sujets que nous allons développer dans ce programme pour maintenir la flamme d'un Cameroun meilleur. Madame, Messieurs les barons, le programme de ce matin, vous êtes tous en place, toutes en place ce matin. Voici l'histoire du jour, voici le conte de Tendance Queugne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à un couple à Mabanda. Mabanda Sabonaderi, pour ceux qui ne connaissent pas Mabanda, il y a un bébé de 2 semaines qui est traumatisé. Okay. La famille, il y a 2 familles. Je vais me commencer par comment attends. Un enfant de 2 semaines, non. Mais il peut être traumatisé. Qui est dans un traumatisme crânien ou crânial. On l'a jeté dans Je une mélange fosse. tout. Non. Le problème, c'est que quoi? 2 familles s'entretuent. Oui, 2 familles s'entretuent parce qu'il y a la famille de la femme et la famille de l'enfant même. Non, ils s'entre-déchirent. Donc, ils sont dans des disputes. Dans les disputes, voilà. Il y a un gros mot en français que je suis en train de chercher depuis je ne vois pas. Donc, les 2 familles sont en train de se gâter au point où je ne sais même pas. De se déchirer. De se déchirer. L'autre famille dit, chez nous, ça a parti de 10 ans. L'autre encore, chez nous, ça a parti de 2 semaines ou à 3 semaines. Le baptême. Non, pas le baptême. La circoncision. Attends, c'est un nom là. La circoncision. Voilà le mot. Pour circoncire cet enfant. Voilà la circoncision. Hein? Pour circoncire. La circoncision. C'est que c'est Dieu, Eric. La circoncision. C'est Mbongor le maître. C'est Mbongor le maître. La circoncision. Oui. La circoncision. La circoncision. Voilà, difficile à prononcer, mais facile à écouter. Un enfant qui reste un peu, on ne doit pas le circoncire. Le père. Le circoncire. On ne va pas le circoncire. C'est ce que veut dire. Oui. C'est un peu dur. C'est trop dur. Le problème, c'est que donc, on a compris. L'enfant est né, ça fait 2 semaines. La mère a dit à son père, la mère de la fille est venue à la maison depuis le jour que sa fille a accouché. Depuis l'autre jour, elle dit à sa fille que ouais, ton mari décide comment pour qu'on circoncie l'enfant. Elle le sait, c'est son premier enfant. C'est son premier enfant, c'est un garçon. Elle demande à son mari que ouais, ben, maman a dit que ça a trop traîné. Qu'il faut qu'on fasse vite. Comme ça, l'enfant pleure une fois, ça finit. Monsieur dit que non, chez eux, c'est à partir de 10 ans, 11 ans à montant. Et son fils doit être circoncis. Être circoncis. Hey, oui. Son fils doit être circoncis à 14 ans. Que si madame fait encore cuire, il va encore mettre 1 an devant, ça va faire 15 ans. Donc voilà où les gens là sont en train de s'entretuer. La mère dit que ouais, papa tape. De notre côté, quand l'enfant a 3 semaines, ou 1 mois, l'enfant garçon, bien sûr. Quand l'enfant garçon a 1 semaine, 1 à 2 semaines, ou 1 mois, on finit avec ça. On le circoncie, on quitte derrière. Monsieur dit que non, chez eux, c'est à partir de 10 ans à montant. Maintenant, les 2 familles sont en train de s'entretuer. Et il a même dit à sa femme que, comme tu fais souvent, comme ta tête ne tient pas là. Si je rentre un jour ici, que ta mère et toi, vous m'avez circoncis l'enfant. C'est ça, non? Oui. Si vous m'avez circoncis l'enfant, c'est que ta mère... C'est que vous allez me remettre cet enfant en bon état. Oui. Donc, à quel âge est-ce que... Attends. À quel âge... Doit-on circoncire l'enfant? Doit-on circoncire l'enfant? Le français est difficile, hein? Et les femmes parlent de la circoncision d'un homme. Elles ont à voir quoi là-dedans? Doit-on circoncire l'enfant? Qu'est-ce que les femmes ont à voir dans la circoncision d'un homme? À quel âge vous avez circoncié? Vous avez tout dit circoncié. Vous avez été circoncis. À quel âge vous avez été circoncis? Voilà, l'école est la mère. L'instituteur Bombor Benga. L'école est la mère de la répétition. Est-ce que c'est la mère? L'école est la mère. Nous y sommes. Non, la répétition est la mère. La répétition est la mère de l'enseignement. Oui. Voilà, merci mon père. Donc, on vous a circoncis. Voilà. À quel âge? Vous là, attends, vous qui venez d'accoucher, à quel âge vous allez circoncire? Je vais aller circoncire.
circoncis vos enfants, garçons, est-ce que ce couple a le droit de se disputer? Ou encore, est-ce que les familles ont le droit de se disputer? Ou encore, est-ce qu'au nom de l'amour, on ne peut pas laisser madame gérer comme elle peut avec sa famille? Ça dépend. Ou encore, au nom de l'amour, on ne peut pas laisser le chef de famille décider en tout. Dites-moi comment vous faites. Et continue, pardon. D'accord, on va donc décrypter, disséquer la circoncision sur ce plateau ce matin. On va d'ailleurs évoquer et convoquer les différentes disciplines qui vont rentrer en ligne de mire. D'abord la tradition, la coutume, et là on verra qu'il y a différentes thèses et différentes façons de faire tradition qui s'opposent là, surtout sur le plan de la tradition juive, africaine, européenne et tout ce qu'on peut imaginer comme indo-asiatique. On va évidemment évoquer le plan sanitaire, la santé, parce que vous savez c'est aussi un enjeu sanitaire que de circoncire le petit garçon, et on évoquera évidemment le côté familial et les discussions géofamiliales qui se dégagent de l'histoire de ce matin. Mais il faut dire que nous parlerons beaucoup plus de la symbolique, du rite, de la valeur, la signification, l'utilité, l'enjeu de la circoncision et ce que ça apporte. On va peut-être aussi, avant de vous passer la parole au Bengan, j'aimerais quand même dire que pour ceux qui nous regardent, on va dire que il est parfois, je le dis parce que j'écoute parfois, j'écoute souvent des témoignages dans ce sens. On va dire que lorsqu'un homme est circoncis, ça lui apporte beaucoup plus de virilité. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'écoute, même si il n'y a pas une étude scientifique qui l'a prouvé. Et que, à contrario, un homme qui n'est pas circoncis, c'est un homme qui manque de substance, qui manque de personnalité, qui manque d'entre-gens, et qui serait même proche, dans certaines considérations, qui serait proche du diable, de Lucifer. Ce serait un homme, un paria, on va dire ça comme ça. Alors, Boro Bengan d'abord, sur la symbolique de la circoncision, qu'est-ce que ça représente? Oui, je ne sais pas ce que vous appelez symbolique. Oui. Moi, je préfère parler de la signification de la circoncision. Symbolique, oui. Bon. Voilà. La circoncision, de quoi? Symbolique, signification. C'est un rituel où le garçon commence à connaître la vie. C'est un rituel. Donc, ce n'est pas le fait de couper le prépuce de l'enfant et tout, laisser, non. N'a rien à voir. Vous le faites pour le cas de cet enfant, ça veut dire qu'on ne l'a pas circoncis. Ça veut dire justement qu'on l'a violenté. Prenez pas parce que vous qui n'aimez pas les violences faites aux enfants. Laissez donc l'enfant téter tranquillement et grandir justement à partir de 10 ans. Bon, vous y allez très vite. Hein? On n'est pas encore au niveau de la question de l'âge ou pas de l'âge. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie la circoncision? Avant qu'on ne la circoncision, c'est un rituel. C'est un rituel qui amène le jeune garçon à affronter la vie. Et tout simplement, pour parler court, c'est un rituel pour amener le jeune garçon à affronter la vie. D'abord, sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe? Voilà, sur le plan physique, on vous coupe le prépuce de votre organe génital et on vous donne un certain nombre d'instructions. Vous n'avez plus le droit de vous laver avec les femmes. Vous n'avez plus le droit de montrer votre nudité. Donc même, vous savez, les enfants au village ont l'habitude de se baigner sous la pluie. Non, il vous est interdit de le faire. C'est à ce moment que papa commence à vous dire que vous serez un homme. Et un homme affronte quelle difficulté dans la vie? Quand tu étais là, tu deviens déjà un disciple. Quand on circoncie un enfant, il passe de stade d'esclave à celui de disciple. Tu deviens un disciple. Papa commence à vous dire pourquoi il vous demandait de l'accompagner au champ, comment il vous disait d'encadrer vos sœurs. Qu'elles soient vos aînés ou pas, vous avez l'obligation d'encadrer vos sœurs. Comment on respecte la femme? Qu'est-ce qui arrive dans la vie demain? Comment tu es appelé à prendre la concession, la famille? Quel est le degré de la famille? Chez tes oncles, donc là où provient ta maman, chez tes parents ici, comment est organisée la famille? C'est à ce moment qu'on commence à vous donner la signification des choses qu'on vous demandait de faire, d'obéir
quelquefois sans demander je votre pose avis. ma question. Vous avez semblé me rattraper sur le terme symbolique signification. C'est tout à votre honneur, je le rappelle. Mais au final, cette opération physique que l'on exerce sur l'organe génital du petit garçon, sur son phallus, sur son pénis, ou si vous voulez sur sa verge, ça quelle symbolique? Ça représente quoi? Moi je pose la question, la signification c'est bon, mais au final, pourquoi on fait ça? Non, mais on fait ça, vous avez parlé tout à l'heure de la santé, Oui. de la virilité. Oui. L'homme se caractérise par quoi? Il doit être viril, il doit procréer. Maintenant, virilité ne veut pas dire que vous allez nécessairement procréer, mais on enlève le prépuce pour vous montrer, on commence à vous montrer les soins. D'accord. Comment on entretient les organes, j'allais dire, vitaux d'un homme et même de la femme. L'intimité de l'homme, c'est quoi? On commence à vous entretenir au même moment qu'on vous prépare pour l'intimité de votre future femme que vous aurez demain. Et on vous dit, c'est ça la vie, puisque c'est ça qui donne la vie. Et le respect qu'on doit, donc c'est à ce moment qu'on commence à vous donner la signification du respect aux parents, aux aînés et aux parents. Quand on vous dit, tu honoreras ton père et ta mère, c'est à ce moment qu'on commence à vous donner la vie. Ça veut dire qu'en fait, sachez qu'à partir de ce moment, vous allez bientôt procréer, vous aurez les enfants. Voilà l'encadrement. Et tu deviendras leur Dieu. C'est quand on te demandait de faire, quand on te demandait de faire ceci sans demander ton avis, après toi, tu le feras à tes enfants demain. Donc en fait, c'est la responsabilité sociale et sociétale. La responsabilité dans le cours de la vie de tout ce qui va vous affronter. C'est pour cette raison que l'enfant, garçon, doit savoir que ça fait mal. Que la vie... Voilà par exemple la symbolique, la douleur. La douleur, c'est pour montrer que ça fait mal. Oui. Mais comment affronter toutes les difficultés de la vie? Ça commence par ce qui donne la vie. Ah, donc vous avez là, à ce moment, vous saurez comment on donne la vie. D'accord. Comment on préserve la vie. D'accord. Alors, quand vous avez dit ça, quand vous avez, comme vous l'avez fait à l'instant, décliné la signification, la symbolique, les enjeux, tout ça, on va conclure que ce n'est pas un enfant de 2 mois qu'on apprend ça. Non, non, non. C'est pas un enfant de 2 mois, un nourrisson. Vous-même, vous l'appelez nourrisson. Oui, bon, nourrisson. Donc, il ne sait rien de la vie. D'accord. Il ne sait rien. Quelquefois, même sa maman, en le lavant, il a peur, il a crié, maman, il n'a pas dormi toute la nuit. Bon, voilà. Donc il faut donc laisser l'enfant. C'est à 10 ans. Oui, oui, c'est à 10 ans. À partir de 10 ans. Comme l'histoire. Entre 10 et 14 ans, oui. Et généralement, ça doit se faire par promotion. On dit, nous sommes telle promotion, on nous a circoncis ensemble. Et vous avez donc l'obligation de vous marier presque par promotion, de gagner votre vie par promotion. Et à ce moment qu'on vous apprend que la vie est difficile, on doit se battre. Mais ce gamin-là, il saura qu'on se bat comment. Dans la vie, il saura pas. Bon, c'est compris. Donc vous demandez à cette famille de... Voilà, de laisser la décision de papa. Lui, il sait ce que c'est que la Constitution. C'est lui qui doit décider. Très bien. Alors, Charles Hamel, beaucoup estiment que lorsqu'on circoncie un enfant, lorsqu'il est nourrisson, c'est pour lui épargner la douleur consciente qu'il pourrait subir si on le fait un peu plus tard, à 7 ans, 10 ans, 14 ans, comme l'a dit Bengan ce matin. Vous diriez quoi, vous? Monsieur Eric Fopoussi, il faut préciser que en Afrique, la vie de l'homme devrait être regardée comme un triptyque. C'est-à-dire, le premier pôle, c'est exister. Le deuxième, s'affirmer. Le troisième, s'effacer. Dans exister, s'affirmer, c'est facile. C'est facile. Dans exister, vous avez mangé, apprendre à parler, apprendre à marcher. Vous restez sous le glucosé parental. Vous existez là, vous existez. La preuve, lorsqu'un enfant vient à décéder, c'est à peine si on lui réserve les honneurs. À peine est-il décédé qu'on rapidement on dit il a cessé d'exister, on va l'enterrer. On emploie ces expressions, il a cessé d'exister, il n'existe plus. Là, c'est la première phase, exister. La deuxième phase, c'est s'affirmer. Vous êtes en train de vous affirmer, monsieur Eric Fopoussi. Vous êtes dans la deuxième phase de votre vie. Vous vous affirmez.
Vous travaillez, vous avez femme, vous avez enfant, on vous appelle au village, il faut telle chose, vous réagissez, il faut acheter un terrain, il faut construire, il faut vous affirmer. La troisième phase, vous vous effacez. Vous regardez les enfants grandir. Vous voyez vos enfants travailler. Vous voyez vos enfants prendre femme. Vous les assistez, vous êtes en train de vous effacer. Vous vous préparez à rentrer dans l'au-delà. Voilà les trois phases. Et c'est ce que vous faites, vous effacez. Oui, voilà. Non, moi, je fais la part C'est la troisième phase. Oui, je vous Alors, merci. Non, Dans la première phase, elle va de 0 donc à 10 ans. D'accord. De 0 à 10 ans, l'existence, exister. L'occidentalisation a poussé aujourd'hui à 20 ans. C'est la raison pour laquelle vous voyez des enfants qui à 20 ans sont encore à la maison. Des enfants qui à 20 ans dorment. Des filles qui à 20 ans se lèvent le matin, vont chez Aboki, le cafétéria, commandent 3 œufs spaghettis, ça mange. À midi, bip, les copains, et tu m'amènes pour au restaurant. Elle rentre se coucher, dehors. Le soir, elle rebip, on l'amène au bénétaria, au bétaria, au poisson brisé dans un bar. Elle boit. Le lendemain, elle a le ventre plein, elle est plus obèse même que les hommes. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Donc, monsieur, il faut possible. L'occidentalisation a transformé les hommes, véritablement les modes de vie. Même les hommes obèses, c'est répréhensible. Monsieur Eric Fopoussi, Voilà. Il faut préciser que la circoncision est un rituel de passage. Lorsqu'à un certain âge, votre enfant ne marche pas, vous êtes inquiet. Parce qu'il y a un âge prévu pour que l'enfant marche. Il y a un âge prévu pour que l'enfant commence à sortir ses premiers mots. Il y a un âge, c'est connu. Donc lorsque 10 arrive, il faudrait que l'enfant sache, monsieur Eric Fopoussi, que le monde, il y a le bien, il y a le mal. J'ai vécu dans le bien, il est temps que je me prépare à affronter la douleur. Et cette douleur dépend, monsieur Eric Fopoussi, elle dépend de la manière avec laquelle vous avez commencé à exister. On ne va pas circoncier, je ne donne pas dans les détails, parce que je sais que vous allez m'amener là. On ne va pas circoncier un enfant qui est né avec les cheveux, de la même manière qu'un enfant qui est né de manière normale. Un enfant qui est né avec les pieds, à sa façon à lui. Un enfant qui est né avec les dents en bas, 2 dents en bas, ou 2 dents en haut, c'est particulier. Un enfant, monsieur Eric Fopoussi, qui est né, vous savez quoi, monsieur vous? Un enfant qui est né avec une excroissance. Oui. Vous avez des enfants qui ont un 6e petit doigt qui pousse des abords, oui, au niveau des pieds. Ça aussi, c'est un rituel précis. Il faut préciser, monsieur Eric Fopoussi, que suivant que ce soit un jumeau, ou un jumeau ou de triplé, il faut, ça obéit à un certain rituel. Ayant fait le dernier point, l'heure de la naissance. Il y a des enfants prophètes qui naissent à une certaine heure, c'est des enfants prophètes. C'est des enfants qui ont une mission précise. À quelle heure? Non, je ne peux pas vous le dire. Je prenais le cas de Mbobok. Mbobok obéit à cette catégorie, monsieur. Il y a une heure. Ah oui, l'heure de la naissance. Et regardez que vous ne dites pas, vous. Mais je ne vais, on ne peut pas le dire, non, monsieur. Ils n'ont pas à parler. Non, mais il faut qu'ils sachent. Non, mais n'en parlez pas. Non, il faut parler que les occidentalisés rentrent à l'école. Et il y a des gens qui sont prêts à aller leur dire. C'est une école. Donc, monsieur, il faut aussi, on précise toujours l'heure de la naissance. Vous allez voir sur les gens. Né à telle heure. Oui. Ce n'est pas fait au hasard, monsieur. On va dire que né à minuit, c'est enfant prophète. Continuez. Moi, d'accord. Né à minuit, c'est enfant prophète. Je ne vous suis pas. Je vous ai bien dit que vous allez mentir. Oui. Donc, monsieur, il faut aussi, suivant ces différentes étapes, on sait comment on prépare l'enfant. On prépare cet enfant. On sait à la maison, maman sait que cet enfant est né avec 2 dents en haut. Les 2 dents en haut, ça veut dire ça. L'éducation de l'enfant, son existence commence à changer dès ce moment, monsieur Eric Fopoussi, du fait qu'il soit... Mais au final, Chalamel, on circoncie donc à quel âge? À quel âge est-ce qu'on circoncie l'enfant? C'est parce que le débat ce matin, je vous félicite d'ailleurs de nous rappeler tous ces préalables, mais au final, dans cette famille, il y a une question d'âge qui oppose 2 camps. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai répondu. Bon, on va ouvrir le débat en disant 10 ans. Je reste dans la même lignée. Je reste dans la même lignée. C'est à partir de 10 ans, monsieur Eric Fopoussi. Parce que c'est en ce moment, on le prépare à une autre vie. Bon, je ne veux pas revenir. Bon, on va présenter cela. Mais je suis en train de détailler en disant que ses parents doivent interroger la façon avec laquelle l'enfant est venu au monde. Bon, je tourne la question. Tournez la question. Que risquent donc ces parents-là
qui ne circoncient pas leurs enfants à 10 ans et qui le font très tôt. Monsieur Eric Fopoussi, Qu'est-ce qu'ils risquent? quand une femme donne naissance à un enfant, Oui. on fait ça. Qui fait ça? Vous dites... La maman, Ok. elle fait ça. Avant de le faire, on porte l'enfant, on pose sur le ventre de la maman. Ça ne fait même pas 30 secondes, on enlève l'enfant. Et après, la maman frappe le ventre Oui. pour dire qu'on donne quelque chose à l'enfant, monsieur Eric Fopoussi. Dès que cet enfant est déjà né, si vous anticipez, vous réduisez, c'est-à-dire c'est une sorte de malédiction, vous réduisez beaucoup de choses sur sa vie. Bon, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça en français. Oui, non, on a mais compris. oui, mais Non, on a vous- compris. Donc, disons qu'ils sont en train de maudire cet enfant. Disons-le très simplement pour qu'ils comprennent, monsieur Fopoussi. Non, mais- Ils doivent respecter les différentes dates. Donc ça veut dire que un enfant qui est circoncis à 2 mois, à 3 mois, à 6 mois, c'est un enfant, on va le dire... Qui aura quelque chose de moins que tous les autres. Ça se vérifie. Bon, Oui, ça non, se mais non, vérifie. mais oui, Je oui. vous dis, Non, mais non. ça se vérifie d'abord dans son Oui. évolution. C'est un enfant qui n'est pas prêt à affronter les difficultés de la vie. Bon, Des c'est petites relatif. maladies, oui, l'enfant des aura des petites maladies, maladies, des absolument. maladies. Il y a des trucs bizarres, je dis qu'il y a des trucs bizarres, il aura des trucs Vous comme ne moi. pouvez pas. Non mais vous Si, je vous le dis, vous verrez. dites-moi. Mais voilà Vous êtes sérieux? Non, oui, vous utilisez une expression que j'entends Oui. toujours. Même ce matin, j'ai entendu ça 3 fois. Mais les enfants d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais ça vient d'où? Je ne comprends pas les enfants Non, d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Non, mais justement, pour les garçons, ça commence par là. Alors, je rappelle qu'il y a des sociétés où justement ça se pratique, chez les juifs par exemple. Vous dites là-bas, c'est 8 jours. Oui, bon, est-ce qu'on va dire que les juifs ont quelque chose à moins que les autres peuples de la terre? Oui. Quoi? Peut-être ça va causer un incident diplomatique. Mais je me pose une Mais oui, je vous réponds. Répondez-moi, mais je... Mais regardez, Oui, regardez le comportement des Juifs face aux Palestiniens. Ça date depuis quand? Ça veut dire que le besoin d'affirmation dans la société passe par la violence. La violence. Je vous dis, le besoin Donc, ça d'affirmation veut dire d'un que Juif ça passe veut dire par que les la enfants violence. circoncis très tôt sont très violents. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la vie. S'ils avaient été circoncis, Ok. comme on le leur avait appris en Égypte, D'accord. ils auraient compris ce que c'est que l'amour. D'accord, bon, c'est compris. Bon, enfin, en réalité, moi, je veux Non, juste... mais attendez. Bon, je ne sais pas si ça a une implication, mais... Karine, bon. quel est votre propos sur cette histoire ce matin? C'est très C'est compliqué. passionnant, hein, cette histoire ce matin. Oui. C'est passionnant, mais c'est encore très compliqué de voir comment on déconstruit tout ce en quoi vous avez cru pendant longtemps. En fait, moi... Non, c'est comme vous On enseignez. vous a des- on vous Non, on nous a pas vous enseigné, des on a enseignants. cru parce qu'on a vu. On a cru parce qu'on a vu, on a Oui. vécu ça. En fait, moi j'ai vécu dans une famille où l'enfant à 2 semaines, on circoncis et on passe à autre chose. D'accord. 2 semaines, donc 2 mois là c'est trop. 4 ans c'est vraiment grave. Donc, maintenant, moi je veux bien comprendre comment est-ce qu'il y a eu, quelle différence y a-t-il entre la douleur d'un nouveau-né à qui qu'on circoncis et la douleur d'un adulte. Chez nous, par exemple, dans notre famille, on a une femme, la femme de mon oncle, elle est Betty. Lorsqu'elle s'est mariée, elle a fait un garçon. Jusqu'à 3 ans, l'enfant n'était pas circoncis. Non seulement il était pas bien nourri, il avait un problème de croissance, un retard de croissance vraiment grave. Quand elle est venue à la maison avec l'enfant, il y a 4 ans, qu'on lave l'enfant, comme on dit souvent, ma maman a dit, ok, l'enfant c'est là, il n'est pas circoncis, comment? Pourquoi tu veux le faire souffrir comme ça? Allez, on l'a circoncis. Elle avait du mal même à traiter les plaies de la circoncision de son enfant. Imaginez alors l'enfant à 10 ans. Comment est-ce qu'on traite cette plaie-là? C'est douloureux parce que lorsque l'enfant a 2 ans, c'est facile. On dit que les gènes de l'enfant sont faciles à cicatriser et autres. Maintenant, culturellement, vraiment, moi, je me dis que ça dépend des traditions et des cultures. C'est pas universel, la circoncision. Parce que, bien vrai qu'on donne des connaissances à quelqu'un, on prépare la personne. Je pense aussi que dans nos cultures, on admet qu'à 7 ans, que l'enfant soit circoncis ou pas, il y a quand même un certain nombre de rituels qu'on accompagne pour former ce genre d'enfant. Donc, moi, je me dis quand même que on est en Afrique et tout le monde en Afrique n'est pas bon tout. Oui. On a parlé de Bantou, non, parce que ce que vous avez expliqué sur ce plateau, Charles Hamel et Mbombok, vraiment, ils étaient très d'accord sur un fait. D'accord. Il faut que l'enfant sache
ce que c'est que la circoncision à l'âge où on le circoncise. Maintenant, moi je vais chuter en disant que cette affaire dépend des traditions. Les traditions ne sont pas les mêmes. On vous dit donc, attendez Chalamel, on vous parle donc de la tradition africaine. On n'a pas dit bantou. Je vous renvoie, mais je vous en prie. Vous ne savez pas parler des choses que vous ne connaissez pas. Je vous renvoie au livre L'enfant noir de Camara Lai. Et dans le peuple en tout, l'enfant. Je peux vous renvoyer dans les écrits de Sira Missa Doumbia. Il est malien, il a dans le truc d'un Como. Allez vous renseigner là-bas, madame. Donc, ils ne sont pas battus. Tout ça pour dire que on ne circoncis pas l'enfant quand il est nourrisson. Je vais appuyer Bobo. Qu'est-ce que le sexe de l'enfant avant 10 ans? Qu'est-ce qu'il en sait? Alors, moi, je veux juste qu'on s'entende. Hein. C'est un échange. Je rappelle qu'on est en train de débattre dans un ensemble de gens qui admettent la circoncision. Il y en a qui, dans leur vie, n'admettent pas la circoncision. Chez nous, le circoncis, mais voilà, oui, absolument. Chez nous, on est dans un cas de... Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs voies. Moi, je veux juste comprendre. Moi, j'étais en Autriche, j'ai trouvé les vieillards qui sont pas circoncis. Qui sont pas circoncis, justement. On leur conseille de ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on est en train de faire un débat. Moi, je veux comprendre. À partir de quel moment on a commencé à circoncire les Africains et comme nourrissons? Lorsque l'Église est entrée en Afrique, on nous a apporté la tradition juive en leur disant que... D'accord. Monsieur Eric Fopoussi, je tiens à préciser que Mbambak vous a dit tout à l'heure, on donne le sens de la vie, c'est une éducation. Vous avez déjà vu un enfant qu'on a circoncis à 10 ans? Première chose, il évite les palabres. Tout à fait. Troisième chose, il arrête son prépuce avec honneur. Pour faire pipi, le tient avec honneur et il respecte ce temps. Même le ballon, quand il le fait, vous arrivez, il fait ça. Il sait, on l'enseigne. C'est une école, monsieur. Absolument. On l'apprend. Si vous n'avez pas fait ça, un enfant à 2 ans, il sait que le sexe c'est quoi? Il connaît la valeur, il ne connaît pas ce que c'est que la valeur du sexe. Bon, vous avez dit c'est une école. Donc quand vous dites aujourd'hui c'est une offense grave et je ne saurais le laisser passer, que vous dites aujourd'hui que l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique. Monsieur Eric Fopoussi. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est propre. Non, et donc, il y a plein de cas d'une femme qui n'arrive pas à allaiter, à entretenir son fils pour nous bloquer. Non, mais c'est pas possible. Ne faites pas des incantations sur ce plateau. Qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur Eric Fopoussi. Et qui vous humilie tant? Non, monsieur Eric Fopoussi. Le jeu n'existe pas en Afrique. Le jeu. Et là, les expressions que vous employez, c'est le jeu. Non, Chalamel. Non, la famille, la question que je pose tout à l'heure, pour qu'on se comprenne, j'ai demandé qu'est-ce que la circoncision à 10 ans apporte de plus que celle du nourrisson? La maîtrise de la vie. Vous avez dit la maîtrise de la vie. J'ai dit, est-ce que le peuple juif qui à 2 semaines se circoncis, est-ce que ce peuple-là se maîtrise moins que les autres? J'ai dit oui. Mais c'est pas une question de Palestine. Se marier avec les cousins se marient. C'est pas une question de fierté, Chalamel. On fait un débat. Il ne savent pas donner, le juif ne sait pas donner une signification à la vie. Il ne sait pas ce que c'est que l'hospitalité, l'amour. À chacun de ceux qui nous regardent. Vous risquez de causer un incident diplomatique. À chacun de ceux qui nous regardent d'en juger fort opportunément. Alors, tendance. 10 ans. Hey! J'ai même connu ça quand j'étais petit dans mon village. Non. Une semaine, on circoncis l'enfant. 2 semaines même, c'était trop tard. Imaginez un enfant de 10 ans qu'on circoncis. Dieu. Non seulement, si vous avez en face de vous un enfant qui aime jouer, bonjour les infections. Quand ses amis vont jouer, il va chercher à aller jouer. C'est pas vrai. Moi, j'ai été circoncis à cet âge-là. Il faut que dès que tu sors de l'hôpital. Moi, j'ai jamais été infecté, mais c'était. Dès qu'on sort de l'hôpital, on finit une fois l'enfant, la douleur, ça passe. Que de garder, on dit souvent que oui, qu'on garde l'enfant qu'on circoncis tard, c'est un enfant qui à la longue devient un vrai homme. Non. Ceux-là, moi, je connais. Ils sont tellement têtus. Pour moi, je ne pense pas. Ces enfants-là sont violents. C'est mieux qu'après l'accouchement. Moi, j'en connais. J'ai grandi dans un quartier pareil. Les enfants qu'on voyait attachés le pagne au dos. Moi, j'ai vu un enfant violent. Non. Mais la bagarre, la sécheresse du regard. Non, mais vraiment. Moi, je ne suis pas violent. Non, bon, vraiment, c'est peut-être une exception, mais ceux que moi je connais,
Karine, j'ai envie de vous dire que vous n'avez encore rien vu. Donc, Vous ne prenez pas... juste- Non, mais attendez. On est en train, vous avez quand même... Ce que j'ai envie de dire, Non. c'est que Non, quand nous même. faisons, c'est un échange. Vous avez donné ce que ça apporte. C'est pas une question de fierté pour l'Afrique ou pour le peuple. Chacun a fait son choix. Il y a ceux qui ont décidé de ne pas se circoncire. Absolument, On va respecter j'en ai leur vu. choix. Il y en a qui disent qu'ils vont circoncire à 10 ans. C'est leur choix. Il y en a qui vont à 2 semaines. C'est leur choix. Maintenant, après les conséquences et tout ce qu'on va avec, on en juge opportunément. Mais quelle étude Ce que- scientifique a ce que- montré à ce- Karine que ces enfants sont Non, violents? J'ai ce pris que un j'ai- exemple, Bon, par exemple, ce je que, suis violent. ce que l'on Je peux vous donner les gens de ma promotion. Attendez. Peut-être qu'ils ne sont pas passés par ces rituels de formation, ils ont été juste circoncis comme ça. Non, Tendance avec la parole. Voilà un Je vous en enfant de prie. 12 ans dans mon quartier qu'on a Oui. circoncis. Non seulement les mouches le suivent. Oui. Il a le panier, il attache tout le panier. Il faut voir comment les mouches sont derrière l'enfant là. Il s'assoit que dans le seau. Il s'assoit pas, il s'assoit dans, il y a un seau là où on a arrangé, il s'assoit sur le seau. Quand ses amis C'est passent un enfant abandonné. 12 ans. Non, Il est chez sa grand-mère. non, c'est pas vrai. Il vit chez sa C'est pas- grand-mère. Ça veut dire justement que vous êtes occidentalisé. Non, parce que l'enfant a dit- On circoncis les enfants. D'abord, c'est pendant les saisons de pluie. Deuxièmement, c'est par promotion. Ça veut dire qu'il y a un encadrement. Peut-être On ne que la circoncis pas grand-mère un ne enfant. connaît pas, mais- Non, il n'y a pas de peut-être Mais que tel c'est que pour j'ai ça vu qu'on vous l'enfant dit là, il que est vous venu avez sans tout malheureux. désorganisé et vos mal formés et votre mauvais comportement dans la société, vous voulez l'afficher bon, comme... bon. Non, il faut dire que Ok. vous avez fait tout faux. Bon, merci. En le faisant comme ça, parce que là, c'est Tendance une à la étude parole. Non, d'initiation. fais un moment. Pour le Non. cas de l'enfant-ci, qui est dans mon Non, pata. C'est un enfant qui est orphelin, il avait sa grand-mère, mais tel que je le On vois, va c'est comme rapidement, s'il est oui. malheureux. Hein. Parce que quand les mouches le suivent, imagine comment il fait, parce qu'il a tout le pagne au cou. Ça aurait été la même chose si on l'avait circoncis à un jour. Moi, je préfère, au lieu de punir les enfants, c'est mieux qu'on finisse. D'accord. Dès qu'on finit à l'hôpital, on finit, Ok. on finit. En ce moment-là, Et l'enfant ceux va qui même ne croire sont qu'on pas l'a nés à l'hôpital. En ce moment, les enfants vont même croire qu'on les aime pas. 12 ans, 15 ans, ce qui a... Très bien. C'était un homme qui devait dire que mes parents ne On m'aiment va pas. lire quelques messages, malheureusement. Chaque fois qu'il y a un débat aussi houleux, passionnant sur ce plateau, on déborde souvent le temps de beaucoup. Mais on va lire quelques messages, Karine. Des témoignages. J'ai été circoncis à 14 ans, Omar ou de Koto, qui nous écrit. Oui. Sans stigmatiser un peuple, croyez-vous que mes frères du Nord Cameroun, qu'on ne circoncis, sont moins virils que les autres? Tout au contraire. Joël de PK8. Alors, Oumarou a répondu à la question. Non, Omar, peut être... continuez à lire. peut être Mais du- Karine, du tout, quand que même. faites-vous, mon Dieu? Un enfant qu'on circoncis à 10 ans est plus viril et très averti. Mba et moi. Merci beaucoup. Qui nous Merci écrit. beaucoup. Un autre message. La circoncision dépend des traditions. Je ne suis pas d'accord que l'enfant qui est circoncis avant 10 ans a quelque chose de moins que les autres. Plutôt, l'enfant qui a 10 ans pas circoncié va se sentir différent des autres. Joseph Voilà. le PK 14. Se sentir isolé. Un autre message qui nous parvient à l'instant, ils sont tellement nombreux, qui arrivent au même moment. Un autre message, la circoncision n'est qu'une histoire d'esthétique vue de l'Occident et c'est mieux de le faire le plus tôt possible. Joseph depuis Obili, qui nous À écrit. Yaoundé, Obilé à Yaoundé. Oui. Pour moi, circoncire un enfant à l'âge conscient, c'est valoriser son organe. André Yves depuis Yaoundé et Sos. Voilà vraiment tout. Allons-y. Un autre message, je voudrais qu'on laisse souvent nous parler de traditions africaines. Ils sont tellement doués. Voilà. Un autre... Mais il a vu où qu'on le laisse pas parler de tradition africaine. Alors, Oui. André Languinet, depuis Lac de Garoua. La circoncision chez nous, c'est après l'initiation, car c'est à partir de là qu'on apprend à l'enfant la vie d'un homme et les us et coutumes. La circoncision doit normalement avoir lieu à 10 ans au moins. Merci. D'accord. On va lire un dernier message. Chez nous, à Bafan, tous mes amis qui n'ont pas été circoncis étant bébés ont un retard dans la vie. Bon, chacun va dire ce qu'il va dire. Hein, mais moi, je préfère le dire clairement. Tant qu'il n'y a pas une étude scientifique qui nous a prescrit tout ce qu'on a dit sur le plateau, je préfère. Oui, parce que quand on Monsieur, dit qu'est-ce que vous appelez étude scientifique? parce que
parce que Charles Hamel... C'est dernier à l'Afrique d'avoir enseigné la science aux autres, la science aux autres. Charles, mon grand-père opérait, M. Eric Fofoussi, sur les feuilles de bananier. Écoutez-moi. Mon grand-père opérait sur les feuilles de bananier, M. Eric Fofoussi. Quand vous parlez d'études scientifiques, faites-nous une étude scientifique qui nous montre pourquoi y a-t-il beaucoup de césariennes aujourd'hui alors qu'à notre temps, de césariennes aujourd'hui. C'est pas en parlant fort que vous avez raison. Non, justement, laissez-nous vos sciences là. Je vous dis, il y a plus de césariennes aujourd'hui avec votre évolution de la médecine et de la science. Les césariennes sont pour les femmes. Alors, moi, mais justement, laissez-nous donc la science là. Ce que je veux dire, c'est que évitons de faire des catalogues. De dire que parce qu'on est de telle tribu, on est plus intelligent, parce qu'on est ci, comme si on est plus intelligent, évitons ça. Évitons ça parce que ça crée du déterminisme et c'est pas bon du tout. Chaque homme est capable de changer son destin s'il travaille, s'il fait des choses. Madame, Monsieur, la suite de ce programme avec la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du système d'information sanitaire dans ce pays. Il y a quelques heures, on déclarait à Yaoundé des cas de choléra. Premier cas, deuxième cas, troisième cas, dans des hôpitaux bien précis, que juste après, on a démenti en disant non, cas isolé. Dites-moi donc à quoi sert le système d'information sanitaire dans ce pays si l'on ne cesse de plonger dans un gouffre abyssal. Peut-on avec conviction, sans aucun risque de nous tromper, dire avec fierté que le système d'information existant permet aux différents experts de détecter et apporter une réponse aux problèmes de santé et aux épidémies que pourrait connaître ce pays? Point d'interrogation. Peut-on avec certitude retracer le profil épidémiologique par région, les budgets des districts, la cartographie des formations sanitaires, les infrastructures, les équipements ainsi que les ressources humaines sans tomber dans des documents virtuels, bien fictifs? Comment comprendre l'inertie de l'Observatoire national de la santé publique, le rôle du réseau de métrologie sanitaire analysant le système camerounais et la cellule des informations sanitaires, organe en charge du CIS, système d'information sanitaire? Comment comprendre la saturation de multiples programmes verticaux qui ont conduit à une émergence de sous-systèmes d'information sanitaire et une multiplicité d'outils de collecte de données sur le terrain qui ne servent en rien, le CIS? Comment comprendre le fait que le SNIS de routine est dans l'ensemble inopérant, fragmenté et non intégré, ne permettant pas de renseigner en temps réel la carte sanitaire sur les besoins et le niveau de satisfaction des usagers du secteur de la santé, l'utilisation des services, les difficultés de la chaîne d'approvisionnement en technologie sanitaire, médicaments et autres intrants, et la performance des services de santé? Comment comprendre l'inconsistance des chiffres décrits dans les documents du ministère de la Santé sur le nombre de districts de santé, des hôpitaux, des districts fonctionnels, des heures de santé, les taux de fréquentation des services ou encore les dépenses annuelles de santé par habitant, alors qu'il existe toute une cellule de l'information sanitaire au sein de la division des études et projets au ministère de la Santé? La vérité, c'est non. Car cet outil d'évaluation ne permet toujours pas d'avoir des informations fiables et en temps réel sur les services de santé au Cameroun. Ce n'est un secret pour personne. Le système d'information sanitaire de l'OMS accuse de sérieuses défaillances au Cameroun. Comment comprendre qu'après des années d'acquisition de ce système auprès de l'OMS, le système d'information sanitaire au Cameroun ne permet ni de renseigner les usagers en temps réel sur la carte sanitaire, encore moins sur l'utilisation des services? Comment comprendre qu'en ce jour, le SIS, tant vanté par les équipes du ministère de la Santé, présente encore de nombreuses défaillances,
notamment faible traçabilité des données de routine, non-dissémination des résultats des travaux de recherche, non-disponibilité des données pour comprendre les causes humaines et y répondre de manière efficace. Comment comprendre que les données collectées, bien que non exhaustives, n'incluent pas les rapports d'activité des structures sanitaires privées? Comment comprendre le fait que la prise de décision dans les milieux de santé est très peu éclairée par l'information contenue dans les données, puisqu'elle s'opère généralement sur la base du bon sens et des préférences de l'équipe de gestion, des échanges avec les patients et les partenaires, des plaintes ou suggestions des membres du comité de santé, de la routine et des directives de la hiérarchie? Comment comprendre le fait que la diffusion de l'information est ascendante de l'information sanitaire vers la hiérarchie, tandis que la rétro-information est presque inexistante? Autant de questions que nous sommes appelés à nous poser ces jours, nous demandant véritablement où va le système d'information sanitaire? Comment comprendre le fait que les données collectées soient juste transmises à la hiérarchie à travers les outils mis en place et ne sont pas utilisées localement pour soutenir la prise de décision dans l'objectif d'améliorer la performance, la planification stratégique et le plaidoyer? On comprend désormais pourquoi la résurgence permanente du choléra depuis des années dans les régions du Nord, parce qu'il n'existe pas un système d'information sanitaire. Vous pouvez être à Bépanda, l'autre à Dakar, 2 centres médicaux d'arrondissement. Les deux développent des pathologies ou une épidémie différente. En temps et en heure, l'information ne parviendra jamais à Yaoundé. Si jamais même elle parvient, il faudra prendre du temps d'analyser, faire descendre à chacun son tour. Conséquence, l'épidémie va se répandre. Pourquoi donc a-t-on stoppé ce principe du système d'information sanitaire? La question, je vous la pose. Le système d'information sanitaire, mesdames, messieurs, on évoque cette question parce que on se rappelle de la récente visite de la directrice de l'OMS au Cameroun, Dr Rebecca Moeti Matsidiso, qui était de passage au Cameroun tout récemment et qui avait d'ailleurs relevé quelques points saillants de nos manquements dans le système de santé du Cameroun. D'abord, première chose, il faut dire que le serment d'Hippocrate, et beaucoup de personnes avec moi tendent à le penser, est de plus en plus violé dans ce pays quand on voit comment on traite les patients démunis, quand on voit comment on traite les patients en règle générale au Cameroun, on se pose des questions. Il y a également la question du plateau technique dans ce pays. On se pose également ces questions essentielles pour véritablement viabiliser le système de santé au Cameroun. Bon, Bengan, la question que pose Chalamel ce matin est une question que nous avons beaucoup évoquée sur ce plateau. On a beaucoup parlé de ces questions, de ce sujet-là, mais sauf que au final, rien ne bouge. On se rend compte que rien ne bouge. Pourquoi? Parce qu'on a refusé que les gens soient traités. Oui. Ou alors, si vous voulez, parce qu'on a fait comme si on voulait procéder à l'assassinat collectif des populations du pays. Tout le monde sait, et je pense que le chef de l'État l'a dit dans un de ses discours, il parlait de carte sanitaire. Je pense que c'était en décembre 2017. Il voulait une carte sanitaire, ça veut dire qu'il n'en existe pas. Oui. Or, c'est lié à quoi? Il parle de l'information sanitaire, c'est lié à l'environnement. L'environnement, c'est la végétation, c'est la géographie. Vous dites, oui, le Cameroun et l'Afrique en miniature. Ça devait donc servir à démontrer qu'il y a des zones montagneuses, il y a des zones sahéliennes, il y a les zones ceci, et il y a tel type de maladie qui vient de manière récurrente dans telle zone ou dans telle autre. Vous voulez dire quoi? Qu'un hôpital de référence à 100 mm ne servait à rien? Ça devrait peut-être qu'on détecte à côté de cet hôpital un centre de référence pour des maladies dites j'allais dire tropical. D'accord. Je veux dire, est-ce que le paludisme peut être plus développé là-bas qu'ailleurs? Oui. Donc, à ce moment-là, on peut spécialiser. Oui. Mais le mieux serait que dans chaque département, nous n'avons que 58. Qu'on puisse avoir un hôpital, au moins un hôpital de référence. Et avec des spécificités bien déterminées. En médecine, on parlait de spécialités. Et je pense que le Lamido de Garoua, il est secrétaire d'État de la santé chargé des épidémies, des endémies. Et pourquoi on cache? Parce que c'est là le problème, que ça l'amène de quelque chose de fondamental. Nous avons approché ici à Douala, il est là, il nous écoute, le chef de l'unité choléra. Il nous dit, mais pourquoi vous voulez les chiffres?
C'était l'année dernière. Le choléra est-il... Pourquoi voulez-vous les chiffres? Nous, ce n'est pas de ce qu'on veut. Ils nous écoutent là. Ensemble. Voilà, ils nous écoutent là. Oui. Ça confirme qu'ils cachent. Pourquoi cacher? Il a fallu peut-être le gouverneur Abaté-Edi, pour dire, ah oui, on a découvert un cas de choléra, mais qui venait du Nigeria. Mais le choléra est contagieux. Maintenant, quelle est donc la vigilance? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire, les médecins nous disent, ou alors le corps médical nous dit, prévenir vaut mieux que guérir. Ça veut dire qu'il y a certaines maladies, de par le traitement de notre environnement, on peut repousser. Mais dans notre pays, on a fait fi de ça, on ne veut plus. Peut-être il faudrait que les gens meurent. C'est pour ça que moi je partage le point de vue des hommes politiques qui disent que nous sommes dans une paix de cimetière. Donc on est dans un pays où tout est mort. Parce que si vous allez au cimetière, c'est la paix, mais tout le monde est mort. D'accord. Alors, Karine Sontia, comment vous expliquez cette absence d'informations sanitaires? Pourquoi le gouvernement cache parfois l'étendue de certaines situations sanitaires? Parce qu'on sait que si on vous dit véritablement on vous donne le chiffre, le nombre de victimes du choléra dans le Grand Nord, je pense que ça soulèverait des personnes. Si on vous donne le nombre de victimes qui meurent de choléra à l'Est, je pense que les gens ne vivraient plus. Si on vous donne le nombre de victimes de personnes qui meurent à l'ouest de Cameroun de suite de piqûres de moustiques, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Je pense qu'on sait quand même que l'information, c'est le pouvoir. Et je pense que notre gouvernement l'a compris. Raison pour laquelle, juste après une information sur Twitter d'un cas de choléra signalé à l'hôpital central de Yaoundé récemment, le directeur de cet hôpital est sorti directement pour dire non, il n'y a aucun cas de choléra à l'hôpital central de Yaoundé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pourtant, il y avait jusqu'à 5 cas. Oui. Ce qui fait que, de nos jours même, lorsqu'on entend que quelqu'un est malade, ça fait comme si c'est normal que la personne tombe malade. Ça fait comme si, en fait, c'est normal que les gens soient atteints de choléra. Ça devient normal pour un Camerounais de mourir de paludisme. C'est normal pour un Camerounais de mourir d'une petite maladie qui nécessite 3000 francs CFA de soins. D'accord. Donc, tête sur le guidon, on va dire qu'on circulait, il n'y a rien. Il n'y a rien à voir ici. Il n'y a rien à voir ici. Chalamel, quelle est l'explication que vous donnez à cela? Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous approchez les professionnels de santé chargés de la collecte, c'est-à-dire des données dans les différents centres de médicaux d'arrondissement, ils vous disent que lorsque vous arrivez, les formulaires qu'on vous donne à remplir seuls peuvent vous décourager. Il y a tellement de papiers à remplir, il faut remplir, il faut discuter avec les patients, ils disent ça les fatigue. Deuxième chose, la qualité de rémunération. Les professionnels de santé chargés assurer la collecte, monsieur Eric Fopoussi, ça je vous assure, lorsqu'ils vous donnent les prix de comment est-ce qu'on les paye, vraiment vous comprenez pourquoi ils descendent sur le terrain, ils n'ont pas une seule envie de travailler. Deuxième chose, je crois que par région, il devait y avoir une unité où on devait centraliser toutes les données. C'est-à-dire un travail fait avec les différentes équipes, tant du privé que du secteur public. On dit dans la zone d'Indilan, ce mois, nous avons eu, comme ça se passe en Europe, monsieur Eric Fopoussi, ce mois, nous avons eu pour la région du littoral, selon la carte sanitaire, nous avons eu 17% de cas de paludisme. À l'ouest Cameroun, nous avons eu, suivant la carte donnée, nous avons eu 80% de paludisme. Dans la zone de l'Est, dans la zone du Nord, cela nous pousse à dire que le paludisme est en nette augmentation. Il faut redoubler de vigilance. C'est sur ça que se base le système d'information sanitaire. Mais comment on va l'avoir donc, monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on vous dit qu'on a déclaré un cas pour alerter les populations, méfiez-vous, maîtrisez-vous, on dit qu'il n'y a pas de cas, pourtant c'est bien réel. La politique doit intégrer le système de santé. Bongo a introduit tout à l'heure en disant quoi? En disant que l'eau tue les pays parmi l'eau tue, il y a le Cameroun. Plus que les bombes. Plus que les bombes, il y a le Cameroun. Premier. Je crois que ça devait être l'un des facteurs. Et plusieurs fois, lorsqu'on se plaignait, on disait, mais le ministre de la Santé devait se lever en disant, l'eau, c'est la vie. Si vous ne nous donnez pas de l'eau, les populations se meurent. Statistiquement, on soigne combien de personnes au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi? Si le dernier recensement de 2005 a été publié en 2010, on soigne qui? On nourrit qui? On éduque qui? C'est sur cette base qu'on peut se plaindre et qu'on peut véritablement s'organiser. Donc, la seule chose sur laquelle ils travaillent, c'est le PEF, le programme PEF. Programme élargi de vaccination. À ce niveau, dans le système, ce qu'on vous donne, c'est la vérité. C'est la vérité là-bas parce que vraiment, les équipes sont sur le terrain et c'est le gros combo. Ça, il faut le dire, il y a vraiment du combo.
C'est là où vous voyez les ministères, L'OMS. les responsables du ministère de la Santé descendent sur le terrain. Fait les Vous conférences. donnez des chiffres, faites des conférences, parce que là, il y a le vrai gombo. Mais ailleurs, ils ne s'intéressent véritablement pas, M. Rifopoussi. On se retrouve à souffrir. Un autre domaine, les naissances au Cameroun, M. Rifopoussi. Dites-moi, l'enregistrement civil, ça se passe comment la déclaration? Est-ce qu'il y a une centralisation des données? Que non. On n'a pas accès à l'information. Par exemple, au Cameroun, combien de personnes, on a eu le taux de natalité en 2018 de combien? Alors, tendance. Le Ngom n'a donné ce que le Ngom n'a dit ce que tu as dit tout à l'heure, et je suis un peu fier dans mon cœur. Que désormais, les femmes qu'on confisquait dans les hôpitaux, oui, il s'agit de la santé, non pas un mot. Que désormais, les femmes qu'on confisquait dans les hôpitaux par faute de moyens, qu'on ne doit plus vous confisquer. D'accord. Et qui va prendre sur lui, c'est ce qu'il a dit, Eric. D'accord. Qui va On les prendre sur libère, lui de regarder ça minute by minute. Donc je peux un peu boire même un jour aujourd'hui en attendant. D'accord, très bien. Donc on va dire bravo ministre Manaouda Malachi. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox. On marque une pause et à tout de suite pour la deuxième partie du 10-12 le Zénith. À tout de suite. Si je t'ai un jour offensé, dis-le-moi. Si je t'ai un jour manqué du respect. 26 mars 2019, c'est un plaisir pour toute l'équipe de vous accompagner comme chaque matin entre 10h et 12h sur la meilleure des chaînes. On va pour cette deuxième partie lire vos nombreux messages envoyés donc via les numéros habituels et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux, la fameuse revue des réseaux sociaux tant attendue. Alors Karine Sontia, c'est à vous. Le gouvernement n'a pas du temps à la santé au Cameroun. Le business est en marche pour le moment, souffrant dans notre cimetière en paix. Tous mes encouragements. Alors, vous savez aussi que nous bénéficions de la subvention des programmes internationaux, l'OMS et tout cela. Et vous savez aussi que si on laisse l'information sanitaire aller de manière transparente, il y a un risque que les rapports que eux ils donnent à l'OMS ne corrobore pas ce qui est fait sur le terrain. Donc c'est pourquoi il faut tout cacher, il faut montrer que tout va bien. D'ailleurs c'est le pays de tout va bien et que vous souffrez, c'est votre problème. Le drame, M. Eric Fopoussi, c'est que les professionnels même de santé qu'on a approchés, on a discuté par rapport à cette question, précisent que les rapports des centres de santé, là, des cliniques privées ne sont pas pris en compte. Voilà. N'est pris en compte que ce qui est fait dans la formation publique d'État. Voilà. Mais c'est pas normal. Il y a des zones où il n'y a pas de formation publique, M. Eric Fopoussi. Tout à fait. Il y a plein de régions du Cameroun, des zones ou des arrondissements où il n'y a pas de formation publique. Qu'est-ce qui se passe? C'est des formations privées, les gens se débrouillent là-bas pour se faire soigner. Les rapports qui s'établissent sont acheminés, mais jamais cela n'est pris en compte. Ça pose un danger sérieux à ce niveau. Je vous prends un cas simple. Faites un tour dans la zone du MAM. MAM et Kimba Minoubou, vous allez vous rendre compte, M. Rifopoussi, que la cécité des rivières est en train de faire des affres de ce côté. Absolument. La cécité des rivières revient de plus en plus. Vous ne pouvez pas vous placer en bord, là, au niveau de Bafia, au niveau de la zone de Bafia, vous placez au niveau du fleuve de Natigal, M. Eric Fopoussi, vous placez à ce niveau pour traverser à l'Angoro, vous allez recevoir des piqûres de moins 200 à 300 infects. Et on va vous dire attention, on espère que vous avez pris le mexisant, on espère que vous avez pris la nanothésine, comme ça c'était à l'époque. Oui. D'accord. Donc, vous voyez, c'est ça, cette navigation à vue, cette avancée que nous faisons fait, à l'aveuglette. Bon, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez parfois, et souvent d'ailleurs sur ce plateau, relevé qu'on a dévoyé les missions de l'État, les missions de l'hôpital. L'hôpital a une fonction de recherche tout à fait, qu'on doit devoir intensifier, amplifier. L'hôpital a deux fonctions essentielles, l'administration des soins et les recherches. Justement, le volet recherche permet de... Voilà, justement, par exemple, nous qui sommes au niveau de la Sanaga, il y a ce qui appelle la cécité des rivières, les moutmout. Voilà. On sait à quelle saison, comment ça évolue par saison. Et il y a même des médicaments, je le dis encore, parce que là, il faut dire les choses comme elles sont, puisqu'il n'y est même plus. Monsieur Niat Difendi, là, c'est tout à son honneur. Quand il était directeur général de la SONEL, la SONEL apportait un appui à l'État pour verser certains produits de la Sanaga dans des chutes pour que ces moutmout-là puissent disparaître. Mais
Pourquoi on a stoppé? On a stoppé. Oui. Je n'en sais rien. Mais c'est encore son ami. Il est allé plus proche maintenant de son ami. Voilà. Peut-être que son ami a oublié qu'il faisait ça. Bon, d'accord. La recherche apporte donc justement à définir une politique de santé. De l'autre côté, l'administration des soins. Vous avez utilisé un terme là, plateau technique. Voilà, mais dans le même ministère, il existe une sous-direction de la médecine africaine. Il y a même des thèses de doctorat. Moi, je connais des médecins ici qui ont parlé de la médecine alternative. Pourquoi ne pas associer les deux? Parce qu'ils ont même associé un certain nombre de choses. D'ailleurs, il y a aussi une question d'information sanitaire qui se pose à ce niveau-là. Quels sont les cas qui sont pris en charge par cette médecine africaine? Pour qu'on sache la proportion. Parce qu'au final, on navigue un peu à vue, à l'aveuglette. Quelle est la part de responsabilité de la médecine africaine? Pour que l'OMS subventionne, il ne faut pas parler de ça. Et même les compagnies d'assurance, ils vous subventionnent pas. Mais je vous prends un cas, les médecins nous suivent. Voilà. Nous avons, moi je les ai traités avec un groupe de médecins. Ils sont 8. On était, à moi traditionnel, ils ont des cas de filles qui ont de, comment on appelle ça, règles douloureuses. Leur ai dit, bon, regardez. Elles n'ont aucune infection. Laissez ces enfants. Ces filles auront leur première grossesse, les règles douloureuses vont disparaître. On a commencé. Bon, faites alors l'étude scientifique. Maintenant, toutes ces filles, dès leur première grossesse, les règles douloureuses ont disparu. J'ai dit, bon, expliquez-moi ça scientifiquement alors. Donc, voilà, vous avez donc, l'État ne veut pas associer la médecine dite traditionnelle dans ça, mais parce que c'est ça le problème. Effectivement, vous l'avez dit, parce qu'il faut cacher l'information pour bénéficier, au point où on a caché l'information jusqu'à épuiser le stock de sécurité des vaccins. Voilà. Donc, les enfants sont nés au Cameroun pendant 3 mois, ils n'ont pas eu le vaccin de BCG. Très bien. Contre la tuberculose. Parce qu'il fallait cacher l'information. Donc on assassine les populations. Nous savions que l'armée était la grande muette. Désormais, on sait que les médecins, la santé, c'est aussi la grande muette, ou bien la grande muette au carré. Au Cameroun, il faut tout cacher, il faut rien dire. Le secret est la chose la mieux partagée. On va continuer à lire les messages, Karine. Pourquoi n'a-t-on pas de médecins chercheurs des épidémies? Il n'y a pas de volonté politique. Pourquoi les soins ne sont pas administrés? Le politique est inhumain. On ne les utilise pas. On a détruit une direction aussi appelée direction de la santé communautaire. Malgré l'appui des Allemands, parce que ça aussi il faut le dire, de GTZ. GTZ vient, ils apportent un programme et dit on peut mutualiser les forces pour que dans les districts de santé, justement pour l'OMS, il fallait que ce qu'on appelait l'hôpital de district, qui est devenu centre médical d'arrondissement, apporte des informations et que là-bas, avec 1000 femmes, commence à mutualiser les forces pour que les gens aient accès aux soins. Non, je pense qu'au Cameroun, il n'y en a que 2 ou 3. D'accord. Parce que ce programme date depuis une vingtaine d'années. Les professionnels même de la santé disent que les gens de l'OMS disent que depuis qu'ils soignent au Cameroun, ils ne savent pas ce qu'ils soignent. Oui, mais absolument. Ils ne savent pas. Ils savent pas. On se lève aujourd'hui, on dit que c'est ça. On verse. Après l'argent. C'était d'ailleurs ça qui était derrière le programme des médicaments essentiels. Après, on nous a dit non, c'est les génériques, on vous embrouille, on vous. Vous savez que derrière tout ça, il y a une mafia des médicaments de la rue qui continue à prospérer parce que, évidemment, le secret continue à faire prospérer ce commerce au noir des médicaments au Cameroun. Les firmes pharmaceutiques. D'après les combats et les missions de l'OMS, il y a des pathologies dont on ne devrait plus parler au Cameroun en 2019. Il y a plein de pathologies dont on ne devait plus parler en 2019. Mais c'est des pathologies qui ne cessent de revenir. Voilà pourquoi vous voyez, on dit allègement, de l'appui à tel allègement. Je vous assure que regardez tous ceux qui sont sur le programme PEF. Vous allez voir comment ils sont, dans quel type de véhicule ils roulent. C'est des programmes qui fonctionnent, monsieur Eric Possible. Là, l'information véritablement circule. Vous voyez cette période, on recrute des jeunes filles qui descendent sur le terrain, font des collectes, ils font des enregistrements. La paperasse n'est pas fatigante. Mais pour le choléra, regardez la situation du choléra. Le choléra surprend tout le temps le Cameroun. Le choléra surprend le Cameroun tout le temps. Et n'en parlons plus pour la typhoïde et le paludisme. Alors, on va s'arrêter là. On va prendre tout de suite avec vous, Karine Sontier, à la revue des réseaux sociaux.
Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on reste en santé. On va s'intéresser à la décision du ministre de la Santé qui proscrit les séquestrations des patients indigents dans les formations sanitaires publiques. Dans une note rendue publique il y a quelques jours, Manaouda Malachi a instruit les patrons des hôpitaux à laisser partir les malades ne pouvant pas payer leurs factures d'hôpital de soins. Les Camerounais eux-mêmes supportent la majeure partie du fardeau financier lié aux soins de santé et plus de la moitié du total des dépenses de santé provenant des dépenses publiques. Voilà, donc on voit très bien que les choses avancent. C'est l'ami des tendances. Bombok. Vous avez lu l'autre jour, c'est ce qu'il va faire. Il va surveiller. Alors, mais la question, qu'on va se poser, on ne va pas tout de suite jubiler. Est-ce que c'est possible? Certes, c'est une bonne décision, mais quelles sont les chances que ça s'applique au Cameroun ou au Bengal de manière claire? Très bonne question. Oui. Votre question. Mais tout effectivement. Mais on fait comment? Moi, je pense que, effectivement, comme vous avez dit, c'est une bonne décision, mais il faut qu'il aille un peu plus loin, qu'il ose, comme le fait son collègue de transport Ngal et Bibé, quitte à ce que les gros bras puissent, du moins les longs bras puissent l'empêcher. Ça veut dire qu'il doit d'abord revenir à redéfinir la politique de santé publique au Cameroun. Ne plus imposer aux centres de santé, aux hôpitaux, les chiffres comme si ces hôpitaux étaient des entreprises. Quand vous demandez à un hôpital de vous faire 1 milliard, il va confisquer, puis il va séquestrer les malades. À quel moment on va savoir que tel malade est un indigent, tel autre là? Or, il devait donc avoir des services sociaux dans des hôpitaux. D'abord que l'hôpital, la santé, c'est un volet social dans la politique. Et c'est là où la Banque mondiale, le FMI, nous ont demandé d'abandonner. Il faut abandonner l'école, il faut abandonner la santé. Donc, le docteur Malachi, c'est même un nom biblique, un prénom biblique, donc peut-être que Dieu l'a inspiré. Il faut donc qu'il aille plus loin. Alors, mais l'autre question qu'on pourrait se poser suite à cela, c'est que comment on va définir les personnes indigentes? Mais c'est facile. Un peu ce que Salamé disait, quand l'information est passée, les médecins reçoivent, ou même à partir des majors, avant que vous n'arrivez sur le médecin, on sait qui est indigent, qui ne l'est pas. On le sait. Toujours est-il que l'information doit passer. Et enlever, genre, un ami qui a parlé des problèmes culturels et philosophiques, c'est-à-dire qu'on a intégré dans la majeure partie de notre mental qu'on doit chercher l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un peut mourir à côté de vous. Vous voyez qu'une femme qui vient là, quand il est, j'allais dire, désœuvré, vous savez que celui-ci n'a pas. Mais vous le mettez, vous le soignez, ainsi de suite. Et on doit donc avoir cette mission qui s'accompagne, la deuxième chose, de la proposition même des médecins. Le syndicat des médecins, c'était public, a fait un énorme plan de proposition ici. Mais malheureusement, le ministre Mamafouda avait voté sans touche pour amener ce qu'on ne comprend pas. Où est la politique d'accès à la santé, d'accès aux médicaments, aux traitements dans notre pays? Alors, mais Charabel, c'est une bonne décision, tout le monde est d'accord, mais est-ce qu'on n'est pas là en train de mettre la charrue avant les bœufs? Monsieur, il faut aussi souffrir que je vous dise que le premier palier d'une patient, c'est aller où? Dans un centre médical d'arrondissement. Dès que vous chutez, vous allez dans un centre médical le plus proche. On vous évalue à ce niveau. C'est lorsque le cas ne peut être géré qu'on vous recommande et on vous envoie à l'hôpital de référence. C'est tel que prescrit. Donc celui qui prend ses pieds pour aller directement à l'hôpital de référence, c'est sur quoi il compte, monsieur Dufopoussi. Parce que généralement, c'est ce qu'on a toujours vu, c'est du dispensaire. Moi j'ai toujours l'expression de dispensaire. Moi-même, centre médical intégré, j'arrive rarement. C'est difficile pour moi du dispensaire. Parce que quand on est au dispensaire, on évolue, on dit que cas compliqué, bien vouloir aller rencontrer, on cachette, c'est de là que tu parles en disant, on m'a envoyé à l'hôpital, on sait. Donc, monsieur Dufopoussi, il y a une manière, justement au niveau de l'information, à tracer. Il y a des sigles, on peut arriver, on dit que personne indigente, PI, on peut mettre entre guillemets, votre médecin qui vous suit peut mettre PI. On sait que c'est un code. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, on reconnaît là directement que c'est une personne indigente.
On n'a pas besoin de médecin, on ne va pas quitter l'hôpital, la centrale en Quintini, pour aller fouiller chez vous. Fouiller dans vos anciens pour savoir où est-ce que tel vit. Je crois qu'il faut respecter la procédure déjà pour arriver à cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Eric Fopoussi, c'est que, connaissant le Cameroun, tout le monde va devenir indigent. Pour ces médecins, tout le monde va devenir indigent. Ça veut dire que les vrais gombos vont commencer à se développer. On va mettre pays. Personne indigente. Même si la personne ne l'est pas, ça sera la copine, ça sera le beau-frère, ça sera si, lorsqu'on va arriver, pays. Personne indigente, vraiment on s'occupe de lui, on renvoie. Donc ça veut dire que ça va poser un énorme problème. Bon, pour si bien fait de le dire que si on décide de prendre ça en compte, il faudrait qu'on arrête de demander à l'hôpital de faire des chiffres. Le deuxième point, M. Eric Fopoussi, il y aura le problème. Soit ça sera payé d'avance. La caution? Soit déguerpissé. Ça risque compliqué. Parce que ça aussi, ça c'est bien l'effet inverse. Ça risque compliqué. Ça va être contre-productif. Contre-productif. Comme vous présentons, dit monsieur, vraiment, de peur que vous nous informez à la fin que vous êtes indigent, payez. Si vous ne parvenez pas à payer, libérez. Rappelons-nous de la fin des paris simples, M. Eric Fopoussi, que lorsque le chef de l'État avait prescrit que tous les paris simples devaient être soignés de manière gratuite, vous avez vu ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Les paris sont devenus subitement tout compliqués, extrêmement compliqués. Avec quelques traces de typhoïde. Quelques traces de typhoïde, plus qu'on ajoutait désormais, lorsque vous arrivez, on disait que monsieur, vraiment, votre paru, on déclarait dans la vraie fiche. Parler simple, mais vous payez à la caisse. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense bien qu'il faut réfléchir pour gérer ça. Mais qu'est-ce qu'il faut le ministre également demande, et il le dit sur haute instruction du chef de l'État, il dit qu'il faut faire des propositions. L'école est gratuite. Des propositions. Il faut faire des propositions. Non, je dis sur haute instruction du chef de l'État, l'école est gratuite. Non, je veux dire que la proposition est là, la première. Le chef de l'État, depuis 2004, a dit qu'on va passer de la prévoyance sociale à la sécurité sociale. Et les médecins ont apporté des propositions en ce sens-là. Qu'on les appelle, qu'on ne torpille pas le projet. Non, mais il a dit, il a dit qu'en attendant la mise en place de la couverture santé universelle, qu'on fasse des propositions. Mais ça va faire 2 ans. Quand les conseillers techniques sûrement ils vont commencer justement, c'est pour ça qu'il a ça sur sa table, il nous regarde. Encore que le secteur d'État chargé des grandes endémies et tout ça, il est à côté, il n'a pas changé. Donc docteur Kamta, je pense qu'il a été élu au bureau du conseil de l'ordre des médecins dernièrement. Son collègue Yves Basson, ils sont là, qui les appelle, ils les connaissent. Donc il existe un syndicat de médecins, il existe un syndicat de médecins privés, et il existe un syndicat de médecins confessionnels. Ça ne coûte pas 2-3 jours de concertation. D'accord. J'ai une proposition à faire à mon ministre. Je vais te appeler en anglais. Papa, c'est mieux qu'on essaie de donner les prix de tous les examens. Donc si on pouvait rendre ça public, que si tu vas à l'hôpital, peut-être pour faire l'examen de la typhoïde, c'est tel montant. Oui, en principe, c'est rendu public. On doit afficher tout ça. Merci. Aujourd'hui, tu arrives à l'hôpital, on te dit oui. Tu dis ouais, est-ce que je peux faire, par exemple, je vais faire l'examen du cancer du col de l'utérus. De l'autre côté, ils appellent ça frottis cervical. Voilà. Frottis cervical. Ailleurs, on va te dire 10 000 francs. De l'autre côté, on va te parler de 15 000 francs. Des hôpitaux privés, publics. Donc, c'est mieux qu'on essaie de mettre le prix de tous les examens comme il se doit. C'est une proposition, mon père. Si tu as mal à la dent, qu'on essaie de dire que, ok, si la dent qui te fait mal, pour la consultation, tu dois payer tel montant. Même si tu faut arracher une dent, tu dois payer tel montant. Maman, si tu as besoin de faire un PCV, le prélèvement, pour les femmes qui ont l'habitude de faire, les femmes savent de quoi ils parlent. Le prélèvement dans les hôpitaux publics, on doit payer tel montant pour un prélèvement. Parce que il y a un montant, demande seulement qu'il exige que ce soit affiché. Papa, je te dis que un examen au Cameroun, c'est difficile. Non, il y a un montant pour chaque... Ou alors ça, on affiche pas. Tu as une mission, on te dit 10 000, là-bas on te dit 5 000 francs, là-bas on te dit 15 000 francs. Il faut juste exiger qu'on affiche. Il faut qu'on... Papa, c'est ma... Pardon, papa, mamie Juju, ça n'a pas de proposition là-bas, t'as quoi. Donc quand tu veux faire en réunion là, si tu me vois, pardon, note avec le bic. Dans ton cahier, même s'il n'est pas disponible, que ces gars, pardon, mais ce qu'il faut préciser aussi à la suite des tendances, c'est que dans un hôpital de référence, les examens peuvent apporter le même que dans un hôpital de référence.
finance que dans Charles un a dit hôpital, que c'est- dans un centre de médicaments arrondissement. Nous Ça sommes. va pas- J'ai dit que les Ok, hôpitaux publics, d'accord, comme non. c'est bon. Ils n'ont pas les mêmes- On va avancer rapidement dans cette C'est revue clair, des réseaux vraiment. sociaux. Allez-y, Karine. Les 27 personnalités au sommet de l'État dans le viseur des sanctions américaines, de la sécurité en passant par les élections de Cameroun, du Parlement au Conseil constitutionnel et au gouvernement, c'est le cœur du pouvoir qui sera visé. La première analyse de cette liste qui circule sur la toile fait état d'un critère commun à la majorité des personnalités impliquées par cette sanction, à savoir leur relation implicite ou explicite dans la crise anglophone. À quelques exceptions près, seraient aussi concernés les membres du haut commandement des forces armées, de la gendarmerie, de la police, des présidents de chambres de parlement, des responsables en charge des élections, deux gouverneurs des régions anglophones, les membres du Conseil constitutionnel, le président du parti politique PADEC et le ministre délégué de la Justice et le ministre de l'administration territoriale. Alors, par rapport à cette information, le président du PADEC ou encore ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, a fait une sortie sur sa page Facebook qui n'a pas été des moindres. Bon, je vais vous donner quelques phrases. Moi aussi, maman, je suis sur la liste visée par les sanctions américaines. Que j'ai fait quoi? Donc, moi, l'ami de 30 ans des Américains, je tomberai subitement en disgrâce à cause de mon soutien au président Paul Biya. Et je n'étais donc ami des Américains que quand j'étais dans l'opposition. Alors, vous pouvez voir la suite sur sa page Facebook. D'accord. Alors, bon, vraiment, ce type d'information, vous savez quelle est la ligne dans cette maison, vous savez comment on les traite, vous savez, c'est le quotidien Le Monde qui a dévoilé cette possibilité du département d'État américain qui pourrait, je dis bien parce que jusqu'à ce qu'il y ait la confirmation du département d'État américain, ça reste encore des supputations, des spéculations. Alors, donc on peut réagir, mais ce sont que des spéculations et des supputations. Donc, il y aurait dans ces 27 personnalités du régime de Yaoundé qui seraient visées par des sanctions américaines. Oh, Bengan, moi je me pose une question simple. Hein. Alors, comment ça se passe que les gens aient ce type d'information, qui est ce type de fuite? Non, ça veut dire qu'il existe des câbles diplomatiques qui tombent généralement dans des mains des rédactions, de certaines rédactions, surtout des journalistes d'investigation. Oui. Donc, ils peuvent avoir donc des c'est sources. courant, c'est pas voilà. Non, c'est courant. Un fait isolé. Non, c'est pas un fait isolé. C'est Oui. courant, c'est courant. Des journalistes qui sont, j'allais dire, coutumiers de l'investigation, ils reçoivent souvent des câbles diplomatiques. Mais c'est vrai, à un moment, il y a un saut. Il y a marqué, on dit par exemple embargo, jusqu'au prononcé embargo jusqu'à tel. Bon, à ce moment-là, le journaliste, il peut décider de ne pas citer la source. Parce que si vous citez la source va renier l'information. Bon, il peut prendre le risque de donner l'information. D'accord. En attendant. Donc pour vous, il y a des chances que effectivement il y ait des velléités de sanctions possibles. Absolument. Absolument. Donc vous direz qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Non, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. En plus, ces journalistes qui publient, je pense qu'ils ont étudié le comportement américain face à un certain nombre de choses. Quand les Américains commencent à vous dire et droits de l'homme, non respect des droits de l'homme, ainsi de suite, il n'y a peut-être que, parce que même avec la Chine, ils ont relevé quelques personnalités en Chine et sans indexer l'État chinois. Oui. Parce qu'ils ont des relations économiques beaucoup plus poussées. Donc ici chez nous, ils vont cibler, ils pourraient cibler, comme vous avez dit, certaines personnalités comme ça, et ils vont les cibler justement de la base de ce que Karine a dit, le cœur du régime. D'accord. Et c'est des gens bien renseignés. Alors, quand je regarde la liste de ces 27, c'est vraiment, on va dire, le high, hein, le high clairement de la Ils ont politique, leurs enfants là-bas, de la politique au ils ont Cameroun. leurs enfants là-bas, ils ont les maisons là-bas Voilà. et tout. Ils se disent, bon, mais mais ici en France, on peut vite, mais là-bas aux États-Unis. Mais au final, est-ce que ce type de sanctions peut avoir une efficacité, peuvent avoir des conséquences positives si on prend, si on prend l'objectif de cette sanction par les Américains? Oui, vous avez raison de vous interroger. À ce moment-là, le problème pour que ça n'ait pas, j'allais dire, les effets escomptés, c'est que nos institutions
ne fonctionne pas normalement, ou alors fonctionne sur l'appréciation d'un seul homme, le président de la République. D'accord. Par exemple, comme la CONAC avait demandé de tester en justice, si on lui avait donné cette opportunité-là, je pense que la CONAC aurait saisi certains magistrats qui ont les bras longs, qui peuvent avoir créer des commissions rogatoires pour amener justement à sanctionner certains de nos compatriotes qui se cacheraient leur fortune comme ça. Je reviens à vous, Bobo Bengal. Alors, Chacha Lamel, moi je vous pose la question, mais finalement, que veulent les Américains? Monsieur Rifo Poussi, ils veulent la même chose que nous. Je vous réponds trivialement la même chose que nous. Si on pouvait même récupérer leur maison, le dernier a acheté sa maison à 775 millions de francs CFA. Le dernier. Il vient d'entrer là. Il est encore libre. Il est encore libre, monsieur. Il est encore libre, ça veut dire quoi? Il est encore libre. Donc, il vient d'acheter sa maison à 775 millions de francs CFA. Donc, pratiquement environ 1 milliard. Il est encore libre, monsieur. Oui, d'accord. Si on pouvait rapatrier tous les enfants qui sont là-bas, on les rapatrie tous. C'est-à-dire, on affrète un avion. Sur cet avion, on brande. Retour des fils et des filles à papa. Nous, on va les recevoir à l'aéroport. Pour les tropicaliser, monsieur, il faut pousser. Monsieur, il rentre. Vous voyez un peu, monsieur, il faut pousser. Toutes les maisons là, on récupère tout ça. Tous les différents comptes qu'ils ont ouverts là-bas, on bloque. On récupère même cet argent. Comment bloquer? On récupère, on utilise ça pour les orphelins. Qui ne l'envoient même plus à parce que pour nous, c'est déjà perdu. On récupère. Mais qui rentre. Est-ce que le problème du père, c'est le problème de l'enfant? Ok. Donc, ça veut dire que ce sourire narquois de Tibor Nagui, cette affaire de homme exceptionnel, homme sage, monsieur Eric ça se confirme, c'est grave. C'était les deux. Chacun a joué son film. Chacun se narguait. Les deux se narguaient. Là, c'est tellement que je dis que tu vas encore me voir voyager. Ça fait combien de mois je suis ici? Et j'ai pris le bout du bon vin de Palme du village. Est-ce que je vais encore sortir? L'autre, je ne parlais pas, c'est nagué. Bon, mais il n'est pas le seul. Enfin, je ne sais pas, il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnalités qui ont des ceux-là sont encore vigoureux, ils voyagent beaucoup, monsieur Eric Fopoussi. Vous ne savez pas ce que ça fait quand vous dites que vous ne pouvez plus entrer à tel endroit. Votre enfant aura un problème. Parce que là, on va mettre des petites pressions. L'enfant aura tel problème, il faudrait que papa vienne se présenter. Oui, que papa gérer les fonds, les avoirs, monsieur, voilà. les comptes bancaires. Voilà, papa c'est là où le poste de ministre Maître Momo est intéressant. Mais là où c'est intéressant. Mais là, son poste est intéressant. Il ne nous dit pas qu'il a un compte ou pas, qu'il a des intérêts là-bas, mais il dit, mais on est des amis depuis 30 ans, mais comment vous me faites ça aussi? Oui. Voilà, donc, il a des intérêts là-bas, il ne dit rien dans son poste. Ne voyez pas seulement la pression, non, il y aura des pressions, les comptes des enfants, là, les enfants vont aller puiser pour aller faire la fiesta dans les bois. On va bloquer tout ça. Donc l'enfant va commencer à apprendre à aller faire la plonge, il va apprendre, donc on les rapatrie. Et sur un avion, on met retour des fils à papa du Cameroun. Alors, non, mais ça, c'est quand même pas possible. Alors, mais moi, je dis, ce type de sanction a été exploré en RDC, mais on voit bien que là-bas, les effets n'étaient pas ceux escomptés par l'Union européenne et les États-Unis. Hein. Non. Kabila a réussi avec son régime à contourner un peu quand même tout ça. Oui, parce que d'après certaines informations, également des diplomaties, on vous dit c'est Fayoulou qui a gagné. Oui. Mais Kabila voulait prendre. Il s'est dit si je prends les sanctions vont. Donc bêta, je jongle comme ça. Donc je sais que je maîtrise les institutions, je mets le troisième. Donc on procède comme ça et il insiste. Voilà comment on échappe. Quelquefois, c'est un piège. Oui. Il s'est dit, bon, je ne suis plus en front office. Donc, je reste en back office, bon, parce que le ciel va tomber sur moi, là. Mais ici, c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. Les enfants sont là, on est dans une situation, je dirais, à peu près normale, où chacun va essayer de défendre sa chapelle. Vous avez vu le poste de Maître Momo, l'actuel ministre délégué à la justice. Oui. Il ne nous dit pas, au lieu de nous dire que non, mon appartement à Miami, je l'ai acheté depuis que vous m'avez invité en séminaire. Voilà. Il ne dit pas ça. Il dit que mais on est des amis depuis longtemps. Vous me mettez aussi sur la liste. Pourquoi, mon frère? Donc, voilà comment chacun va essayer donc de négocier. Acheter une villa ou un appartement à 700 millions, ça veut dire que votre compte bancaire là-bas est quand même bien fourni. Et que peut-être les enfants sont là-bas, madame aussi, pour avoir déjà un passeport américain. On ne sait pas. Et le pire, souvenez-vous, nous étions avant l'arrestation de Siam Siewe.
Vous vous rappelez que les États-Unis avaient commis toujours dans cette même manière une liste des personnes qui avaient détourné de l'argent, des détourneurs de l'argent. On avait créé une liste de grosse pression, on avait commencé à les arrêter. Donc regardez, c'est le même schéma. À cette même période, on a commencé à sortir des cadres avec des noms qui fuitaient. D'ailleurs, je peux vous dire que si cette information se confirme, ça reste des supputations, des spéculations, je le rappelle encore. On n'a pas dit qu'on a sanctionné, on dit juste que ça pourrait, même pas dans le viseur, ça pourrait, il pourrait être dans le viseur. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont être mis à nu de l'opération Épervier, mais on va se rendre compte que beaucoup de gens ont des mais c'est bon. Comment vous pensez qu'on peut dire à François Fillon que tu achètes les costumes chers et que nous on a des gens qui voilà. Pourquoi il faut que ça là, au moins de manière naturelle, l'article 66 de la Constitution va être appliqué de manière naturelle de lui-même. Non, c'est également sur cette spéculation, cette rumeur. Les rumeurs courent. Et les rumeurs courent tous les jours. Est-ce que moi j'ai un problème avec tous ces détourneurs qui sont en prison là. J'ai un gros problème. Charles Amel a dit tout à l'heure que c'est mieux qu'on récupère l'argent à leurs enfants. On bloque pour aider les orphelins. Non. Les problèmes des enfants restent les problèmes des enfants. Et c'est mieux qu'on récupère l'argent pour aider les mêmes prisonniers. Parce qu'il y a les gars qui souffrent. Non, comment ça? Non, je ne parle pas des tourneurs. Ah, les autres prisonniers. Les autres prisonniers qui sont là depuis des années, on ne les a pas condamnés. Des prisonniers qui sont là, qui n'ont pas de visiteurs. Des prisonniers qui sont malades, qui ne parviennent même pas à prendre soin d'eux. Donc il faut faire qu'on récupère cet argent pour nourrir des autres prisonniers qui ne sont qu'on n'assiste pas. Ou encore aller même dans les orphelinats, pourquoi pas. Soit encore aller même dans les hôpitaux. Regardez les cas graves. Il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux malades et qu'on ne peut pas. On ne peut pas les aider, les familles n'ont pas de moyens pour les aider. Alors, mais juste sur la question de ces sanctions qu'on pourrait appliquer à ces ministres camerounais, que les Américains pourraient appliquer à ces ministres camerounais. Oui, d'abord. Tendance. Ah, d'accord. Que quoi, Eric? On doit les sanctionner comment? On doit les sanctionner comment? Ils doivent d'abord faire une réunion. Chacun déclare ses biens. Ils envoient ça à ton père. Non, ils doivent d'abord faire leur réunion. Chacun déclare ses biens. Parce que la dernière fois, on disait que le père Momo a dit qu'il a déclaré ses biens en disant qu'il avait plusieurs voitures. C'est ce qu'il avait dit, non, père Momo. Oui. Donc maintenant, vous les autres ministres, faites la réunion et vous signez, même dans le cas de 52 pages, que plus de détournements de fonds publics au Cameroun. Même si après nous, ceux qu'on doit mettre là, pardon, qu'ils gèrent bien. D'accord. On va juste dire que les Américains, si ça se confirme, comme on le voit, comme on le sent, parce que c'est quand même le quotidien Le Monde qui a fait l'alerte, et que le quotidien Le Monde, si le quotidien Le Monde a des informations concordantes et des sources concordantes pour confirmer cela, on va attendre que le département d'État américain ne puisse officialiser cette nouvelle et qu'on se rende compte que la crise, en plus qu'il faut dire qu'au départ, c'est les violations des droits de l'homme au Cameroun avec la crise anglophone et tout ce qui a trait avec l'affaire MRC. Donc on va attendre de voir comment tout cela se peaufine, surtout que la Commission nationale des droits de l'homme et liberté, avec son président, Dr Shumuta Banda, a lui également fait un rapport où il tense le gouvernement camerounais sur les violations, de multi-violations des droits de l'homme au Cameroun. On le voit, les droits civiques, les droits politiques et même le droit humanitaire dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et on ne parlera pas, pourquoi pas, de cet extrême nord où on a vu des images de cette maman et de son bébé victime d'une exécution ou d'exécution sommaire, puisqu'il y avait deux ou trois à l'extrême nord. Alors on va terminer cette revue des réseaux sociaux. Karine. On continue avec la patronne de la Cour pénale internationale, la procureure Fatou Bensouda, interdite de séjour aux États-Unis. La raison, Fatou Bensouda a ouvert une série d'enquêtes sur les crimes commis par les soldats américains en Afghanistan. Mais cette mesure ne concerne pas uniquement la CPI. Elle s'élargit au personnel qui enquête sur cette affaire. Et selon le secrétaire d'État américain dans l'annonce faite le 15 mars dernier, Mike Pompeo
Pompeo a établi, je cite, j'annonce aujourd'hui une politique de restriction des visas américains contre les personnes directement responsables pour toute enquête de la Cour pénale internationale contre les militaires américains en Afghanistan. On rappelle que la procureure de la CPI avait annoncé en novembre 2017 qu'elle allait demander une autorisation d'ouvrir une enquête sur les crimes de guerre présumés commis dans le cadre du conflit afghan. Alors, dans cette information, il y a beaucoup de choses qui se mêlent et qui s'entremêlent. D'abord, il faut préciser que les États-Unis ne sont pas État partie au traité de Rome qui institue la CPI. Oui. Première chose. Alors, deuxième chose, vous savez que le personnage Fatou Bensouda est, à tort ou à raison, voilà, on va dire, vomi par les Africains pour son implication dans l'affaire Laurent Gbagbo. On estime que c'est une traîtresse, si vous voulez, et qu'elle a vendu son frère africain à la CPI après que Luis Moreno Campos, le tout-puissant procureur de l'époque, ait quitté la CPI. Et on voit très bien que là, il y a comme un goût, un entre-deux goûts dans ça. Et il y en a qui sont heureux qu'enfin on enquête sur les Américains. Mais comme c'est Fatou Bensouda, des gens jubilent parce que, bon, comme on lui a refusé le visa, c'est bien fait pour elle. Bon, quelle est l'attitude à avoir face à cette affaire? Il faut dire que c'est bien fait pour elle. Très bien. Ouais, parce que nous qui croyons en Dieu, nous disons Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. D'accord. Elle sait très bien que les Américains n'ont rien à voir avec la CPI et tout. Oui. Pourquoi engager? Elle qui est juriste. On dit souvent juriste aguerri, juriste haut niveau, juriste haut de vol. Non, mais c'est nous qui disions que la CPI est une cour juste pour les Africains. Mais elle a confirmé ça. On peut que l'on fasse... Elle a confirmé cela. Oui. Vous avez parlé de la crise en Côte d'Ivoire. Oui. Elle a pris la place de Moreno Campo. Pourquoi n'avoir pas élargi les enquêtes dans les deux camps? Elle a bien fait, elle a refusé, mais elle a justifié. En 2007, elle a dit que c'est la France qui l'a favorisé qu'elle soit acceptée, qu'elle soit procureure, et elle a obéi aux instructions de la France. Donc, c'était ça aujourd'hui, ça va donc lui retourner sur la face. Et aujourd'hui, elle obéit aux instructions de qui? Non, n'en sais rien. C'est peut-être la France aussi. Mais je n'en sais rien. Mais toujours est-il que Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Oui. Donc, c'est bien fait pour elle. Donc, elle est folle. Donc, voilà. mais il faut quand même dire que ce que font les Américains, c'est ce que devraient faire les États africains, non? Voilà. C'est là où je voulais en venir. Oui. Les gens qui parlaient de souveraineté, notre souveraineté, les États-Unis vous disent même, essayez, on verra. Vous n'entrez pas chez nous. C'est un peu ce que fait l'Algérie. Ce que vous ne dites pas, Mbambok, c'est que dans les semaines à venir, tous les dossiers noirs de Fatou Bensouda vont commencer à être mis à jour. Voilà. Les Américains. Tous ces dossiers, ceux de son mari, c'est les conflits, les rapports avec Ouattara. Elle a dit que le président Ouattara a dit dernièrement justement qu'elle n'a jamais rencontré. On a commencé à sortir des photos. Donc, voilà. Je vous dis, Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Donc, attendons de voir. D'accord. Oui, alors, comme elle est sur le plan diplomatique, qu'elle négocie avec le département d'État en disant que non, c'est vos amis là, mon pardon, laissons ça. Non, mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas quand même une façon Trump de voir le pouvoir? Je rappelle que désormais, l'administration Trump est désormais reboostée puisque l'enquête de Robert Mueller sur la présumée implication des Russes dans l'élection présidentielle 2016 a été, donc Trump a été blanchi. Donc désormais, il en ressort, on va dire renforcé. D'ailleurs, beaucoup de personnes pronostiquent qu'il sera réélu dans 2 ans. Donc on voit très bien que, en 2020, pardon, dans 1 an, on voit très bien qu'il ressort renforcé et qu'il peut se permettre désormais de dire ces pays, foutez-moi le camp. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous voyez la gestion Obama et la gestion Trump, vous vous rendez compte que dans la gestion Obama, c'était la diplomatie, c'était les discussions, c'était les négociations, les arrangements, conciliations. Trump n'est pas là pour discuter, c'est du tic au tac. C'est du tic au tac. Regardez même ses méthodes de communication, les tweets, des courtes phrases. C'est vous qui allez décrypter tout ce qu'il pense. Il envoie, c'est bon. À l'immédiat qu'ils se sont prononcés, aussitôt il y a Pompeo qui sort et dit mais ça se passera pas comme ça. Voilà. Donc le temps
ou si vous voulez, cette gestion est une gestion martiale. Donc, ce n'est pas des gens qui sont là pour négocier. Non. Et rappelons que ce Mike Pompeo a été directeur de la CIA. Voilà, c'est là où moi je voulais en venir pour ajouter. Non, les Américains, pour les comprendre, ils aiment leur pays. Et ils disent, nous ne pouvons pas mettre notre pays en nu. En fait, Trump, ils savent bien qu'il y a une implication russe. Ils savent le très bien, mais ils cachent comme l'ont caché pour l'assassinat de Kennedy. Oui. Donc, ils savent qu'il y a... Et ça va dire comment protéger le pays. C'est là où ils en sont. Nous, on nous parle des patriotes. Comment protéger le pays? Ils se disent, oui, voilà l'implication, mais restera secret. Ok. Alors, je veux juste te dire que j'ai fait un rapprochement un peu, mais ça, c'est pour sortir du sujet. Hein, parce que beaucoup ont demandé qui a donné le visa d'entrée à Maître Dupond-Moretti lorsqu'il est arrivé au Cameroun. Non, mais c'est les autorités camerounaises. Voilà. Donc, quand on parle d'ingérence, il faut bien savoir comment on fait. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour cette revue des réseaux sociaux. Merci infiniment à vous, Karine Santia. On va tout de suite basculer au plateau B avec Constille Lamine qui nous a rejoint. Avec lui, on parle, permettez-moi de regarder mes fiches. L'homme n'est rien sans son bord, dit-on. Encore 5 jours de réduction spéciale au magasin 1000 et un tapis. C'est bien cela, Constille Lamine. Bonjour. Bien entendu, Rick. Tu l'as si bien dit, tu l'as si bien confirmé. J'accorde encore 5 jours de réduction à tous les clients du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour le compte bien sûr de cette belle semaine commerciale. Et en plus c'est bien sûr des 5 jours de réduction spéciale. Tous les clients qui vont commander dès à présent vont recevoir des sachets de détergents de qualité Total Fresh pour le bonheur de leur lessive à la maison. Donc ces détergents seront offerts à tous les clients qui vont commander dès à présent du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est donc les détergents Total Fresh, partenaire du concept Salaka. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, tout en attirant déjà l'attention de tous les téléspectateurs. N'achetez plus n'importe quoi, optez pour la qualité. Passez vos commandes dès à présent au concept Salaka. C'est le concept de la qualité, c'est le concept du moins cher. C'est le seul concept qui ne dépend pas ces articles, mais les remplace en cas de problème. Nous allons tout de suite démarrer la vente avec, bien entendu, des robots mixeurs 2 balles. Oui, des robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à 11 500 francs. Je dis bien, des magnifiques robots mixeurs 2 balles. C'est neuf dans l'emballage avec garantie. Vous les avez à 11 500 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en plein cœur de Douala. On a également des magnifiques fers à vapeur. Oui, plus besoin de demander les fers à vapeur aux voisins. Je dirais tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter, mouf, imbécile. Non, n'acceptez pas les insultes. Vous pourrez dès à présent du côté du magasin 1001 tapis et acheter un fer à vapeur à 8500 francs. À côté bien sûr des fers à vapeur, on a ce coffret dans lequel vous avez non seulement 3 couvre-bouteilles, un porte-cure-dents automatique et 3 morceaux de savon de 400 grammes. Vous l'avez à 4500 francs. Quand on a fini de boire son vin, on n'a pas pu terminer sa bouteille de vin ou sa bouteille de bière ou sa bouteille de jus. On devrait la sécuriser avec des couvre-bouteilles de qualité supérieure. Vous les avez donc à 4500 francs. Cet ensemble au magasin 1001 tapis. À côté, bien sûr, des porte-cure-dents, on a également le laptop Core d'Audio. Vous l'avez à 62 500 francs. Un laptop Core d'Audio avec 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur et graveur DVD à 62 500 francs. La promotion spéciale s'achève ce samedi 30 mars 2019. On a également des woofers. Pour ceux qui veulent écouter la radio Equinox, qui veulent danser pour cette période de Pâques, vous avez donc des woofers à 24 000 francs avec un son laser et numérique. Vous les avez à 24 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. La suite nous conduit bien entendu à des régulateurs de tension pour la sécurité des appareils. Pour les protéger, vous les avez à 15 000 francs. C'est des régulateurs de tension neufs au magasin 1001 tapis avec garantie. À côté, bien sûr, des régulateurs de tension, on a des ordinateurs de bureau. Oui, vous les avez à 42 500 francs. Un ordinateur complet avec unité centrale, clavier, souris, écran plat 17 pouces, lecteur DVD à 42 500 francs. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains.
On a également des robots mixeurs de balles. Oui, des robots mixeurs de balles avec un bol à eau qui a 6 lames et un bol à sec qui a 4 lames. Arrosé bien sûr d'un tamis. Parce que le bol à eau a un tamis pour tamiser vos jus de fruits. Vous l'avez donc à 19 000 francs. C'est neuf dans le carton avec garantie. Les bouilloires pour bouillir de l'eau, vous les avez à 7 000 francs. On les appelle encore des chauffe-eau automatiques. Oui, tout le monde devait boire son café le matin dans le boulot. Et question de bouillir de l'eau, on a des chauffe-eau, des laptops Core i5 pour les ingénieurs, les infographes, les DG, les topographes. Vous les avez à 125 000. Les imprimantes neuves dans le carton de marque Canon, non seulement ça scanne, ça photocopie, ça imprime, vous l'avez à 34 000. Cette imprimante neuve dans le carton. Les rallonges, alors là, les incendies là, causés avec des rallonges, c'est terminé. Voilà une rallonge sécurisée, une rallonge de qualité, une rallonge solide. Vous l'avez à 4 500 francs. Ce sont des rallonges d'origine. Garantie assurée pendant 25 ans. On a également revenu avec des robots mixeurs de balles pour écraser les condiments secs et les condiments frais. Vous les avez bien entendu à 11 500 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. La beauté, la décoration, les luminaires avec des lustres à partir de 30 000 au magasin 1001 tapis. Nous allons conclure la vente de ce matin, chers téléspectateurs, avec des laptops Core i5. Vous les avez à 120 000. Et je rappelle que le stock de ces marchandises est très limité. N'attendez pas la fin de la promotion. Ceux qui n'ont pas assez d'argent peuvent commander et retirer après la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de courir au magasin 1001 tapis. Je rappelle que tous les clients, ces détergents, c'est pour vous. Alors commandez dès à présent, c'est Total Fresh. Pour tous ceux qui vont commander, que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Guélémendouka, nous allons vous donner vos détergents Total Fresh, offerts bien sûr par le concept Salaka. N'hésitez surtout pas à appeler dès à présent. Nous sommes à Aqua, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. La promotion s'achève ce samedi à 16h00. Merci beaucoup, Constilamine. Merci infiniment. Madame, Messieurs, ce programme se poursuit avec interpellation. On va regarder l'élément ensemble et ensuite nous ferons les commentaires sur le plateau. À tout de suite. Idée nouvelle, à mon avis, le pays est sous-développé parce que nous avons assez de postes qui encombrent seulement notre pays pour rien. Des postes ministériels, des sous-ministères inutiles, franchement inutiles. Ça, on gagnerait à réduire le nombre de ministères dans un pays pauvre et très endetté comme le nôtre. Je pense que ça nous ferait avancer. Ça, c'est ma vision. Voilà. Bon, Begane. C'est vrai que le compatriote s'exprime avec ces mots. Il faut le lui concéder. On n'a pas le choix. On va juste comprendre que il se plaint de l'effectif pléthorique du gouvernement camerounais et trop de ministères. Oui, absolument. Mais il devait comprendre pourquoi. Et c'est, je pense, un ancien premier ministre, Simon Achidi Achou, qui l'a dit. Il a dit que politique n'Andjangi. D'accord. Donc vous aidez à l'élection du chef de l'État, il faut qu'on vous récompense. C'est ça notre malheur. Et la récompense se fait avec un nouveau département ministériel concret. Voilà. À votre mesure. Absolument. Oui. Il y a même un secrétariat d'État aux anciens combattants. Oui. Moi, je sais que les anciens combattants, voilà, c'était les femmes pour Dagobert, les Benji et tout ça. Maintenant, les anciens combattants habitués de guerre. Peut-être qu'il y aura un autre portefeuille ministériel qui va parler des pupilles de la République, dont les orphelins de ces personnes. Voilà. On voit très bien que ça alourdit l'administration au Cameroun. Tout à fait. Oui, là où... Est-ce que le fait d'envoyer un détachement dans le cadre des missions de l'Organisation des Nations Unies veut dire qu'on a été combattant? Bon, d'accord. Alors, il me souvient que c'est Albert Zongang qui en parlait. Il disait que en réalité, il n'y a que 8 ministres et que les autres ne sont que des accompagnateurs. Oui, tout à fait. Et il a raison. Et je pense que Marapa l'avait dit aussi. Oui. Le chef de l'État lui aurait dit qu'il y a qui sont ministres et d'autres qui sont là. Oui, ça, justement. Des accompagnateurs. Oui, Karine, vous brûlez l'envie de réagir. Et même la France, qui est considérée par les Camerounais comme le pays le plus démocrate, je parle ça pour certains, n'a pas autant de ministres. On a environ 60 ministres.
sans compter ceux qui ont rang et prérogatives. 70. Voilà, 70. Oui. Avec les rangs et prérogatives et tout ce qui va avec, ça alourdit l'administration, ce qui fait qu'il y a des ministères normalement qui devraient s'enchevêtrer. Du coup, on a un ministère de la Santé où les décisions n'arrivent pas à être prises, avec un ministère de l'Environnement qui devrait normalement marcher ensemble. À quel moment est-ce qu'on parle de l'eau? À quel moment est-ce qu'on parle de la santé? Tout ça est divisé et après on n'a pas un point de vue unique par rapport à certaines questions. Avait-il vraiment nécessité de créer un ministère de la jeunesse à part? Quand c'était jeunesse et sport, ça faisait du mal à qui? D'accord. Le ministère de l'éducation de base. Voilà. Après, il y aura même de l'école scolaire. Emploi et formation professionnelle. Recherche scientifique. Recherche scientifique, sécurité. D'accord, très bien. Alors, on va arrêter là. On va prendre quelques messages pour sortir définitivement de ce programme, puisque le temps qui nous est imparti s'écoule dangereusement. Et donc, avec vous, Karine. La liste des personnalités visées par l'État américain, qui seraient visées par l'État américain, je souhaite vraiment que cela soit vrai et que la même chose soit faite sur leurs enfants. Et bien, Roméo Herman de Nobel. Moi aussi. Un autre. Mais les Camerounais sont très favorables à cette, à cette affaire. Hein? Tout à fait. Si on ne veut pas déclarer nos biens comme l'exige la Constitution et de tout, il faut bien que la nature nous aide à déclarer le bien. Une question de déclaration de biens. Si, qu'est-ce qui est dans l'esprit de la Constitution? C'est la raison pour laquelle on sanctionne violation des droits de l'homme des personnes qui auraient contribué à dégrader, à la dégradation de la situation sécuritaire et au Cameroun. Voilà, vous ne pouvez donc pas procéder à avoir fait cela et aller cacher vos fortunes aux États-Unis. Ils vont vous dire non, nous on n'accepte pas. On n'accepte pas. Gardez ça chez vous là-bas. Mais quel est l'intérêt des Américains à faire ça? Les Américains veulent résoudre leurs propres problèmes. Ils sont contre le terrorisme. Et pourquoi ils sont même entrés dans les comptes de nos compatriotes? Mais justement parce que la fréquence des dépôts a fait en sorte que on ne comprend rien. Et il y a même une personnalité qui est au fait maintenant, dont on avait interpellé l'enfant à l'université. Lui, il envoyait les SMS à son père en disant « Papa, mais je n'ai plus, tu m'as oublié, et l'argent, je n'arrive plus à acheter des livres pour les copies. » À la banque, alors que son papa avait fourni ce compte. Et comme on l'avait mis pendant la liste des créances douteuses, la banque ne lui donnait pas les informations. Il était donc surpris, puisque là-bas, la banque vous donne, vous pouvez consulter votre compte et tout. Il est surpris qu'au campus, la police vient l'interpeller en lui disant, mais mon cher ami, beaucoup d'argent, ça vous vient d'où? D'accord, très bien. On va continuer à lire les messages. Un autre message qui nous parvient. On doit rapatrier tous ces fils de détracteurs. On devrait voter une loi pour les détourneurs, à savoir la pendaison directe. Je crois que ça va cesser. Le message n'est pas signé. La pendaison, c'est très facile. Peloton d'exécution. Ça existe en Chine. Oui, peloton d'exécution. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que cette information que relaie Le Monde est en train d'avoir une tournure qui me semble un tout petit peu surprenante. Pourquoi Ebor Bengane est le chef de file de cette orientation qui oriente cette affaire au détournement de fonds publics, et pourtant au départ il faut lutter contre les violations des droits de l'homme, la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais évidemment la situation socio-politique au Cameroun avec l'affaire MRC. Donc vraiment, il faut dire qu'au départ ça part de là, mais on est en train de prendre une orientation. C'est tout. Je le dis pas pour vous le reprocher. Je vous explique seulement que vous pouvez être atteint du cancer. Oui. On ne peut pas vous empêcher de soigner le paludisme que vous avez atteint. Donc, absolument. Ça, c'est la parole d'un vrai sage. Oui. Quand vous dites que quelqu'un a payé cash une maison à 775 millions de francs CFA. Oui. Comment est-ce que cet argent a fait pour se retrouver aux États-Unis? Est-il sorti avec ça dans les mallettes? Dans les mallettes? Si oui, comment on n'a pas été au courant? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est tout ce qu'il avait sur lui lorsqu'il achetait cela? Cela démontre que cette personne-ci n'a rien, a un minimum de 15 milliards et ou plus. Et au-delà de ça,
Et au-delà de ça, cette personne est méchante. Très méchant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cet argent, on aurait pu accepter qu'il achète un terrain au Cameroun, qu'il emploie des Camerounais, qu'il construise une maison, des immeubles, ça ferait de l'emploi pour les Camerounais. Mais dans sa méchanceté, elle a estimé que non, le Cameroun, c'est de la poubelle. Je suis de passage au Cameroun, c'est Camerounais, mais de passage. Je préfère aller où est mon pays, les États-Unis. C'est de la méchanceté pure et simple. On va lire le message. S'il vous plaît, que les Américains nous laissent vivre notre vie. Ils ne doivent rien nous dire sur ce que nous devons faire. Voilà. Au moins Camerounais qui ici chez vous. Ils ne sont pas venus dans les banques américaines au Cameroun. C'est nous qui avons déposé l'argent là-bas. Ils disent que non. Comme c'est beaucoup, ils ne veulent pas nous voir là-bas. Le problème, c'est où? Non, mais ils vous ont laissé tranquille. Bon, il faut aussi voir que lorsqu'ils vont bloquer, lorsqu'ils vont geler ces fonds-là, c'est de l'argent qui est perdu. Hein. Mais ça nous sert d'abord à quoi? Je vais déposer l'argent, vous me dites que bon, je ne garde pas votre argent. Je peux garder ça ailleurs, non? Est-ce qu'on va me dire que vous me gênez en quoi? Ok, allez-y, Karim. Un autre message de Monsieur Priso de Bali qui nous dit le mode de gouvernance au Cameroun se fait par effet d'annonce. Où est passée la couverture santé universelle tant vantée à la veille de l'élection présidentielle? Ainsi va le Cameroun. Voilà, on va s'arrêter là. On va dire boucler la boucle. On a introduit avec la santé, on termine avec la santé. Merci à tout le monde sur le plateau. Merci à nos équipes techniques. Emmanuel Wapi, Cédric Chouna, Séverin Chouban, madame, monsieur, toute l'équipe en plateau. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Restez sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.